Bonjour, je m'appelle Alex et je souhaiterais vous raconter mon histoire. Croyez-moi, c'est très important pour moi. Ce qu'il y a, c'est que je vis au sein de 3 personnes différentes, au sein de toutes ces personnes à la fois. Comment cela est-il possible ? Ayez un peu de patience, vous allez bientôt le découvrir. Mais commençons par le début. Je n'ai jamais été exceptionnellement intelligent ou beau. Regardez mon visage. Mais la vie m'a fait un cadeau d'un autre ordre. J'ai énormément de chance. On dirait qu'il y a une personne invisible qui est toujours là, prête à me sauver et à me donner tout ce que je désire. Je suis né dans une famille riche. Mes parents étaient dans le monde des affaires. Et comme j'étais leur seul enfant, j'ai pu profiter de tout au maximum. Les jouets, les habits les plus chers, les meilleures écoles, les filles les plus belles. Mais je ne pense pas que mes parents aient été mes anges gardiens. J'avais juste de la chance, même lorsque cela n'avait rien à voir avec eux. Par exemple, lorsque j'avais 13 ans, j'ai convaincu mes camarades de classe de se glisser dans le jardin de mon voisin pour y faire des graffitis sur sa cabane et du skateboard dans sa piscine vide. C'était interdit, mais je pensais que cela pourrait être amusant. La fête battait son plein lorsque la police arriva, appelée par un voisin que nous avions embêté. Tout le monde a été pris, tout le monde, sauf moi. Mes camarades de classe ont été punis durant des mois alors que mes parents m'avaient acheté un nouveau skateboard. Vous n'êtes toujours pas convaincus ? Lorsque j'avais 16 ans, j'ai participé au championnat de VTT de ma ville. Je n'étais pas le participant le plus fort et je n'espérais pas gagner. Cependant, un jour avant le championnat, l'un de mes rivaux s'est cassé le bras et un autre s'est fait voler son vélo. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, j'ai gagné la compétition. J'ai aussi eu une petite amie grâce à la chance. Moi et Steve, l'un de mes amis, nous aimions bien Mélanie, tous les deux. L'une des filles les plus jolies de l'école, la reine du bal de promo. J'avais envie de sortir avec elle, mais elle préférait Steve. Il était dans l'équipe de football américain et il était plus vieux que moi. Je ne faisais pas le poids, mais ils ne sont pas restés ensemble très longtemps. Très vite, les parents de Steve ont divorcé et il a dû déménager avec son père dans une autre ville. Alors, bien sûr, Mélanie s'est mise à sortir avec moi. Lorsque j'ai eu 19 ans, mes parents sont morts. Ça a été épouvantable. Mais d'un autre côté, j'ai hérité de tout leur argent et maintenant, je suis entièrement libre de faire tout ce que je veux dans la vie. Très vite, j'ai été convaincu que ma chance n'avait aucune limite. J'aimais bien la tester et j'obtenais tout ce que je voulais à chaque fois. Participer à des courses de moto avec des gars aussi insouciants que moi, cela devint mon passe-temps favori. Je ne portais même pas de casque parce que j'avais entièrement confiance en ma chance. Beaucoup de mes amis se blessaient. Je n'ai jamais eu la moindre égratignure. On m'a même surnommé le chanceux. Ah, c'était vraiment le bon temps. Mais un jour, quelque chose est arrivé. On faisait la course avec des motos très sportives sur une autoroute vide, comme d'habitude. Nous allions vraiment vite. Et moi, comme d'habitude, je ne portais pas de casque. J'aimais bien sentir le vent souffler au travers de mes cheveux. Cette sensation était tellement agréable que je me suis même mis à fermer les yeux. Et soudain, ma roue avant avait vrillé et j'ai perdu le contrôle de ma moto. La dernière chose que j'ai vue, c'est la route qui se rapprochait. Ensuite, tout est devenu sombre. Je me rappelle seulement par fragments de ce qui est arrivé après. L'ambulance, l'hôpital, les médecins penchés au-dessus de moi. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, recouvert de tubes et d'appareils médicaux. Ma copine, Mélanie, était assise à côté de moi et me tenait la main. Ce à quoi j'ai tout de suite pensé, c'est que ma chance s'était évanouie. Peut-être avais-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais ensuite, les médecins sont arrivés dans la pièce et m'ont tout dit. Il est avéré que, après ma chute, ma tête avait frappé l'asphalte tellement fort que mon crâne s'était fendu et que la peau de mon visage s'était déchirée presque entièrement. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait presque aucune chance pour que je survive. Mais par chance, une ambulance passait par là à ce moment-là. Et j'avais pu être emmené directement à l'hôpital. C'est étrange, mais pour une raison ou pour une autre, ce jour-là, le meilleur chirurgien de l'hôpital travaillait tard. Et c'était lui qui m'avait sauvé. Allongé sur le lit, je me mis à sourire sous les bandages. Parce qu'à ce moment précis, je fus réconforté. Ma chance était toujours avec moi. Je me suis très vite rétabli.
Tous les médecins de l'hôpital furent surpris par la facilité avec laquelle je me remettais d'une blessure aussi grave. Mais je restais calme, parce que je savais que tout cela était dû à mon incroyable chance. Je suis sorti de l'hôpital 1 mois plus tard. Les seules choses qui me rappelaient alors cet accident, c'était ma moto en miettes et mon nouveau visage. Oui, son apparence avait changé. Il était plus sauvage, avec une cicatrice de taille sur le côté. Après cet accident, on me respectait plus, j'étais devenu plus cool encore. Et on a commencé à m'appeler Monsieur Chanceux. Et Mélanie et moi, on volait toujours la vedette lorsque nous allions dans des fêtes. Vous pensez que je me suis arrêté de participer à des courses après ça ? Bien sûr que non. J'ai acheté une nouvelle moto, encore plus puissante et encore plus rapide. Et on s'est remis à faire la course comme avant. Mais je me suis mis à porter un casque, juste au cas où. Je pouvais de nouveau compter sur ma chance. Jusqu'à ce qu'un jour, un autre événement se produise. Pendant l'une des courses, j'ai décidé de griller un feu rouge. Je n'avais pas remarqué la voiture devant moi. J'ai évité la collision de justesse, mais la voiture a quitté la route et a percuté un arbre. Le conducteur était un vieil homme. Il a heurté le pare-brise et a perdu conscience. On a tout de suite appelé une ambulance. Et le vieil homme a été conduit en urgence à l'hôpital. Les policiers m'ont posé des questions pendant un bon moment, mais finalement, m'ont laissé repartir. Le jour suivant, je me suis réveillé en me disant que j'avais eu de la chance, comme d'habitude, et que par miracle, j'avais réussi à échapper à tous mes problèmes. C'est à cet instant que la sonnette de la porte se mit à sonner. C'était la police. Ils venaient m'arrêter. Au poste, on me dit que le vieil homme qui conduisait la voiture était mort durant la nuit. Et maintenant, on allait me juger pour homicide involontaire. On me libéra sous caution et on me dit d'attendre le procès. Pour la première fois de ma vie, j'étais terrifié. Est-ce que ma chance s'était estompée ? Je n'arrivais pas à y croire. En plus, aucun de mes amis n'était venu me soutenir. Seule Mélanie était venue me voir de temps à autre en essayant de me remonter le moral. 1 mois plus tard, j'ai été jugé. J'étais prêt à affronter tous les cas de figure. Mais au fond, j'espérais toujours avoir de la chance. Et encore une fois, la chance a été de mon côté. L'avocat qui me défendait réussit à prouver que je n'avais pas vu le feu rouge parce qu'on m'avait récemment opéré du visage et que j'avais des problèmes de vue. Mais quelque chose d'étrange arriva. La femme du vieil homme, qui était mort, vint me rencontrer, me regarda droit dans les yeux et me dit qu'elle retirait toutes les charges. Puis elle ajouta ceci. « Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. » Que voulait-elle dire par là ? Ma chance m'avait sauvé, encore une fois. Je fus relâché et je m'en sortis avec une amende. Après ça, j'ai commencé à voir la vie différemment. Fallait-il que j'arrête de défier le sort et de compter sans cesse sur ma chance ? C'est vrai, la chance était toujours de mon côté, mais ça ne faisait plus du tout mon bonheur. C'est ce qui est arrivé après que mon visage ait changé. Je me suis mis à me dire que j'avais fait quelque chose de mal. Et je n'arrivais pas à me sortir les mots de cette femme de la tête. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Pour faire court, j'ai fini par vendre ma moto et j'ai abandonné les courses. De toute façon, je n'avais pas envie de traîner avec des gens qui m'avaient trahi. Seule Mélanie était encore avec moi. Mais elle était toujours très occupée et on se voyait de moins en moins souvent. Un jour, nous étions assis dans un café en train de parler de choses et d'autres. Je voulais lui parler des choses auxquelles j'avais pensé et qui m'avaient tourmenté dernièrement. Soudain, je me suis rendu compte que ma langue ne fonctionnait pas normalement. Je n'arrivais plus à rien dire. J'avais un gros mal de tête et mon corps s'était mis à trembler. Je vis Mélanie crier d'appeler un médecin. Je glissais peu à peu de la chaise et je tombais sur le sol. Lorsque je repris connaissance, je me trouvais de nouveau à l'hôpital, sur ce même lit. Et Mélanie était là, de nouveau. Que s'était-il passé ? Lorsque le médecin arriva, je l'observai et me rendis compte qu'il n'avait aucune bonne nouvelle pour moi. Le médecin me dit qu'on avait examiné ma tête et que les résultats n'étaient pas bons. Ce qu'il y a, c'est qu'après l'accident, une tumeur s'était formée dans mon cerveau, ce qui exerçait une pression sur les vaisseaux sanguins. Et chaque jour, la tumeur grandissait. Mais le pire, c'est qu'il ne pouvait pas me retirer cette tumeur. Ces nouvelles me détruisirent, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'était la fin pour moi ? Où était passée ma chance, qui m'avait sauvé tant de fois ? Peut-être ne pouvait-elle pas durer éternellement, et je l'avais épuisée ? Avec tout ça, je me sentais terriblement mal.
Mélanie était partie et j'étais resté à l'hôpital. On m'avait prescrit un traitement pour me soulager. Cela faisait un mois que j'étais à l'hôpital. Régulièrement, les médecins me prescrivaient un nouveau traitement et réalisaient des tests. Mais ça ne faisait qu'empirer mon état. Pendant tout ce temps, j'avais connu de nouvelles crises et à chaque fois, les médecins me ramenaient à la vie. Mélanie venait de moins en moins souvent. La dernière fois qu'elle était venue, c'était la semaine d'avant et elle avait dit qu'on devait se séparer. En fait, cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle sortait avec un autre homme. Elle ne voulait pas me le dire pour ne pas que je me sente mal. Mais je n'étais pas en colère contre elle. Il s'agissait tout simplement de la malchance qui venait à ma rencontre. Hier, mon médecin est passé me voir. Il était très triste et il ne savait pas où en venir. Il m'a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'il n'y avait rien à faire. J'étais en train de mourir et que les jours qui suivraient, je tomberais dans le coma et je ne me réveillerais plus. Et il m'a dit qu'il était vraiment désolé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ressassais des pensées et je compris enfin, après avoir changé de visage, j'étais devenu une personne différente. Maintenant, je sais ce qui m'a tué. Ce n'est pas la tumeur. C'est mon égoïsme et ma vanité que je justifiais en me pensant chanceux. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont été blessées par ma faute. Mais je pensais uniquement à moi-même. Et j'étais content alors que d'autres ne se sentaient pas bien. Tôt, le matin, je me suis rappelé les mots de la femme dont le mari était mort à cause de moi. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Et ce fut le cas. Si vous lisez ceci, cela veut dire que je suis mort. Mon dernier souhait est de donner mes organes aux gens qui pourraient vraiment avoir besoin de chance. J'ai signé les formulaires et on m'a dit que mes reins seraient donnés à une femme qui a le cancer. Mon foie serait greffé à un homme et ma glande thyroïde à une personne jeune. Alors, il est possible de dire que je vais continuer de vivre au sein de 3 personnes différentes. Au sein de toutes ces personnes à la fois. J'ai vraiment de la chance qu'il me reste assez de temps pour faire au moins quelque chose de bien dans ma vie. Regardez mon nouveau visage et souvenez-vous de moi ainsi, parce que j'ai changé. Parfois, même un événement mineur peut faire une différence considérable dans ta vie. Il ne faut pas être imprudent quand on a de la chance. Abonne-toi à la chaîne, appuie sur la cloche et peut-être que nos vidéos changeront aussi ta vie. Prends soin de toi et à bientôt. Salut, je m'appelle Georgie. Tu te demandes certainement pourquoi je porte des lunettes noires. Oui, je suis aveugle et je ne vois personne là. Tiens, fais-moi signe. Une seconde. J'y crois pas. Refais. C'est incroyable. J'ai récupéré ma vue. Je t'ai bien eu. Je ne vois toujours rien. Pour moi, c'est l'obscurité la plus totale. Je t'ai bien eu, hein? Oh oui, je suis un vrai blagueur. Un farceur, je dirais même. Tu te demandes peut-être comment un aveugle peut être farceur comme ça? Bon ben, je vais te raconter mon histoire. Et à la fin, tu découvriras comment ça paie de faire le fou tout le temps. Tu serais peut-être surpris d'apprendre que je n'ai pas toujours été aveugle. J'ai grandi comme un enfant ordinaire, avec une excellente vue même, je dirais. Bon, quand j'y pense, j'étais peut-être pas si ordinaire après tout. J'étais vraiment pas sage et j'avais toujours des ennuis à cause de mes farces. Mes parents et ma sœur aînée, Julie, venaient toujours me chercher au poste de police. Parce que j'arrêtais pas de me faire embarquer à cause de mes blagues. Je mettais de la peinture verte sur le chat d'un voisin, ou genre je crevais les pneus de la voiture de quelqu'un. J'ai tellement fait de la merde à l'époque. Tout ça, c'était vraiment drôle. Je ne pensais pas trop aux conséquences et au fait que des personnes souffraient à cause de moi. Puis, à un Noël, j'avais décidé que j'allais offrir le meilleur feu d'artifice à mon quartier, que tout le monde pourrait admirer. Plus il y a de pétards, mieux c'est, non? Donc ce que j'ai fait, c'est de ramener tout un tas de roquettes et de pétards dans la cour. Puis je les ai tous attachés ensemble. Et me voilà prêt, donc j'allume la mèche. Il y a eu une explosion aveuglante et j'ai littéralement été soufflé en arrière. Oui, toute la rue a vu mes feux d'artifice. C'était vraiment un spectacle à ne pas manquer. Bon, du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit parce que moi, je ne pouvais plus rien voir. Le flash avait brûlé mes rétines. Mes parents étaient choqués et dévastés. Pas vraiment à cause des feux d'artifice, plus à cause du verdict du médecin.
Il leur a dit que j'étais aveugle et que je ne pouvais pas subir de chirurgie reconstructive avant un certain âge. J'ai entendu ma mère se mettre à pleurer. Voilà le cadeau que je me suis fait ce Noël-là. Ma vie entière a complètement changé. J'ai dû réapprendre à faire des choses simples. Faire mon lit, me doucher, manger. Bien sûr, ma sœur, Julie, m'a aidé pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Mes parents m'ont transféré dans une école spéciale à cause de ma condition. C'était une école spéciale pour les enfants avec des problèmes de vue. Quelques années plus tard, ma sœur est partie à New York pour l'université. Je suis resté avec mes parents. Un jour, le médecin qui m'avait examiné m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient accès à une nouvelle technologie et qu'ils pourraient restaurer ma vision. Mes parents ont sauté de joie et quelques jours plus tard, me voilà en chirurgie. Honnêtement, je ne savais même pas si ça m'aiderait ou quoi. Je me disais juste que qui ne tente rien n'a rien. Une fois l'anesthésie partie, le médecin est entré dans la pièce et a dit que l'opération s'était bien déroulée et que j'avais toutes mes chances pour récupérer complètement. J'étais dingue! Mes parents étaient fous aussi! Après quelques jours de rééducation, ils ont enfin enlevé les bandages de mes yeux et j'ai vu la lumière pour la première fois depuis de nombreuses années. Tout était flou au début, mais après une semaine, ma vision est revenue à la normale. J'ai vu comment mes parents avaient vieilli, comment ils s'étaient inquiétés pour moi, comment l'arbre dans notre cour avait grandi et à quel point j'avais changé. C'était à la fois incroyable et bizarre. Le lendemain, mes parents ont décidé de m'envoyer chez Julie à New York pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. J'avais hâte d'enfin revoir ma sœur. Mais j'ai demandé à mes parents de ne pas lui dire que je pouvais voir tout de suite. Je voulais lui faire une blague. Ce serait ouf! Quand je suis arrivé à New York, Julie est venue me chercher à la gare, m'a pris par le bras et me guidait dans les rues. J'ai vu comment elle avait grandi, comment son visage avait changé. Pas qu'elle était devenue moche. Non, au contraire, elle était devenue magnifique. Donc avec moi, au bras de ma sœur bien-aimée, comme avant, on marchait dans la rue et elle n'avait aucune idée que je pouvais tout voir. J'adorais. Je me sentais un peu comme un super-héros. Je sentais déjà venir la punchline de la blague, la plus dingue de l'histoire des blagues. Là, j'étais vraiment comme un gosse, tout excité. Donc, une fois arrivé au campus, Julie m'a emmené dans sa chambre. J'étais sur le point de retirer mes lunettes noires et de crier « Ha ha, je t'ai bien eu !» Je pouvais déjà imaginer à quel point ma sœur serait surprise. Sauf que des filles sont entrées dans la pièce. C'étaient des amies de Julie. Elle m'a présenté à elles et les filles ont commencé à me toucher et à dire « Tellement beau! Dommage que tu sois aveugle !» Puis, une chose tout simplement incroyable s'est produite. Les amis de ma sœur ont commencé à se changer. Et elle n'était pas du tout timide, vu qu'elle pensait que je ne voyais rien. Sauf que je voyais tout. C'était la chose la plus dingue que j'avais jamais vue de ma vie. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne dirais pas à Julie que j'avais récupéré ma vue. Si ma blague était déjà incroyable avant, alors là, elle devenait juste parfaite. Julie avait peur de me laisser seule dans une grande ville inconnue. Donc, elle m'emmenait partout. Et comme elle ne passait son temps qu'avec ses super potes, j'étais toujours entouré de filles. En vrai, j'étais comme une sorte de belle peluche pour elle. Perso, ça m'allait très bien. Plus que bien, je dirais même. Je suis même allé à leur entraînement de pom-pom girl une fois. Et j'ai regardé leurs mouvements impressionnants. Après leur entraînement, elles sont allées à la douche. J'ai décidé de tenter ma chance. Et je suis venu avec elles. J'étais sûr qu'elles me mettraient à la porte. Mais non, pas du tout. Elles m'ont dit de m'asseoir là et de les attendre. Oh, ne t'inquiète pas, je ne bougerai pas. Donc voilà, je m'assois, tout en regardant les filles à travers mes lunettes noires. Et elles ne comprenaient certainement pas pourquoi je souriais autant. Mais un beau jour, tout ce conte de fées a presque pris fin. En fait, un soir, Julie a reçu un appel de nos parents. Ils lui ont demandé « Alors, t'as aimé la surprise de Georgie ?» Évidemment, ma sœur n'a pas compris. Puis nos parents lui ont dit que j'avais retrouvé la vue. Oups! Surprise! Je n'avais jamais vu Julie autant en colère. Elle m'a crié dessus et m'a dit que j'étais un vrai con. Je ne pouvais pas faire des blagues aussi connes à ma propre famille. Pourquoi je lui avais caché la vérité aussi longtemps? Je lui ai donc avoué que je ne pouvais pas quitter ses belles amies des yeux. Julie a souri, m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais un con et qu'elle était contente que je sois venu. Regarde ce que tu veux à partir de maintenant, elle a ajouté. J'ai donc demandé de ne pas dire mon petit secret à ses copines pour l'instant et continuer à faire genre que j'étais aveugle. Julie a rigolé et m'a dit
Petit menteur. Bon, t'as de la chance, je vais le garder ton secret. Du coup, on a recommencé à traîner ensemble et avec ses amis. On est allé à un parc aquatique, à une salle de sport, à la plage. Je leur disais que j'avais peur de rester seul. Donc elles m'emmenaient partout. Je continuais à les espionner. Et un jour, on est tous allés à la campagne pour pique-niquer. On avait pris de la nourriture, des serviettes de plage et un frisbee pour s'amuser un peu. J'avais vraiment hâte de passer un bon moment avec toutes ces filles géniales. Tout allait parfaitement bien. On a fait notre petit pique-nique sur une belle pelouse. Puis on s'est dit qu'on allait s'amuser avec le frisbee. Les filles sont donc parties jouer. J'ai dit que je voulais jouer aussi. Elles ont accepté. Je faisais semblant de ne rien voir. Je courais partout sur la pelouse et je tombais sur les filles. Exprès, bien sûr. J'aimais bien leur tomber dessus et dire que c'était un accident. Elles ne se doutaient de rien et rigolaient joyeusement. Je me suis laissé emporter et j'ai arrêté de faire attention à ce que je faisais. Tout à coup, je n'ai pas vu un caillou par terre. J'ai trébuché et je me suis littéralement envolé. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps d'étendre mes mains et je me suis éclaté le visage contre un arbre. À cause de l'impact, mes lunettes se sont fissurées et l'obscurité est tombée. J'ai entendu les filles crier et ma sœur a commencé à pleurer. J'ai senti quelqu'un me soulever et me porter quelque part. Je me souviens encore de la vitesse à laquelle on roulait et de la voix des médecins, mais je ne voyais plus rien. Alors, t'as deviné ce qu'il venait de m'arriver ? Oui, les éclats de verre ont abîmé mes yeux. Je n'ai même pas ressenti la douleur. J'étais beaucoup trop sous le choc à cause de ce qu'il venait de se passer. J'ai reçu les premiers soins à l'hôpital, puis j'ai été renvoyé dans ma ville natale. J'entendais les voix inquiètes de mes parents. Ma mère pleurait et mon père lui donnait des calmants. Le lendemain, on est tous partis chez le médecin qui m'a opéré. Il a regardé mes yeux pendant un long moment et a dit que j'étais de nouveau aveugle. Et cette fois, pour de bon. Mes parents se sont mis à pleurer. Le soir même, ma mère a senti qu'elle avait mal au cœur. J'ai entendu mon père appeler une ambulance. Les médecins parlaient d'une crise cardiaque et ma mère a été emmenée à l'hôpital. Je voulais pleurer, mais je n'y arrivais même pas. Tout ça, c'était de ma faute. Si je n'avais pas joué avec ces feux d'artifice, si je n'avais pas fait semblant d'être aveugle, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris à quel point je pouvais faire souffrir les gens avec mes blagues. Et je voulais tout réparer. Mais je ne pouvais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier pour que ma mère aille bien. Je me suis promis de ne plus jamais déranger ma famille avec mes blagues stupides. Voilà mon histoire. Maintenant, tu sais ce que ça peut faire de faire le fou tout le temps. La douleur et le chagrin de nos proches. Le pire, c'est qu'on s'en rend compte que bien trop tard. Et même si je ne te vois pas, je sais que ce que je viens de raconter te fait réfléchir. Tu te souviens certainement de toutes ces choses que tu aurais préféré ne jamais faire dans ta vie, toutes ces choses qui font du mal à tes amis et à ta famille. Je t'ai parlé de toutes ces mauvaises choses que j'ai faites. Et maintenant, c'est à toi. Abonne-toi à la chaîne et partage ton histoire. Après tout, je ne pense pas que je sois seul dans ce cas. Salut tout le monde, je m'appelle Harper et j'ai 16 ans. Je vois que t'es surpris. Bon, je te le dis tout de suite, non, ce n'est pas un costume d'Halloween. Je ressemble vraiment à ça. C'est à cause de l'albinisme. Je n'ai pas de pigment de mélanine, donc mes cheveux et ma peau sont blancs. Mes yeux sont de couleurs différentes, parce que j'ai aussi l'hétérochronie iridium. C'est beau, hein ? Tu veux savoir comment les gens réagissent quand ils me voient ? Oh, ça peut être un vrai cauchemar parfois. Allez, abonne-toi à la chaîne et je te raconte mon histoire. Depuis que je suis enfant, je sais que je suis différente de tout le monde. C'était pas bien compliqué à comprendre. Je voyais bien que je ne ressemblais pas aux autres enfants, par rapport à mon reflet dans le miroir. Pour couronner le tout, j'ai une mauvaise vue à cause de mon hétérochromie. Et ma peau claire fait que je ne peux pas trop m'exposer au soleil. Donc je ne jouais jamais avec les autres enfants. Du coup, je restais souvent à la maison et je lisais. Au fil du temps, je me suis habituée à être seule. Et mes amis ont été remplacés par des livres d'Harry Potter. C'était mieux comme ça, vraiment. Au moins, personne ne me dérangeait avec des questions. J'en avais marre d'expliquer à tout le monde pourquoi j'étais différente. À un moment donné, j'en ai eu tellement marre que quand un garçon dans la rue m'a demandé pourquoi je ressemblais à ça, je lui ai dit que j'avais été kidnappée par des extraterrestres. Il m'a cru. Il a eu tellement peur qu'il s'est enfui. C'est là que j'ai compris comment me débarrasser de tous les curieux. Je leur disais que j'étais un extraterrestre, ou une mutante, ou même une elfe. Bon ok, pas tout le monde me croyait, mais au moins ils ne me posaient plus de questions après. Comme tu peux le voir, je n'aimais pas vraiment parler aux gens. Je n'avais pas d'amis, mais franchement, ça ne me dérangeait pas du tout. Tout a commencé le jour où on a déménagé dans une autre ville et que j'ai dû aller dans une nouvelle école. Je suis sûre que tu sais à quel point c'est frustrant d'être la nouvelle fille de la classe. Tout le monde te regarde, et toi, tu ne connais personne.
En bref, je me sentais très mal à l'aise et j'étais anxieuse. Mais ma nouvelle prof, Madame Wournos, l'a vite compris et m'a soutenue. Elle a dit à la classe que j'avais une apparence inhabituelle, mais qu'en fait, j'étais comme tout le monde. J'ai demandé à ce qu'ils soient gentils avec moi, mais ça n'a visiblement eu aucun effet sur les gens dans ma classe. Pendant la pause, le chef de la classe, appelé Brian, est venu vers moi et m'a demandé « Hey Harper, t'es chelou toi, non ?» Il fallait que je réponde, surtout que les autres gens de la classe écoutaient aussi. Donc j'ai répondu calmement « Ma grand-mère était une sorcière. J'ai hérité de ses capacités. Tu veux devenir mon petit crapaud de compagnie ?» J'ai regardé Brian droit dans les yeux et j'ai vu qu'il avait peur. Il a même pas répondu et est parti. Les autres ont commencé à chuchoter entre eux, mais personne d'autre ne m'a posé de questions. Parfait. Je n'avais pas l'intention de me faire des amis dans cette nouvelle école. Mais une fois, j'ai dû parler à un gars d'une autre classe. J'étais assise seule à la cantine, en train de manger tranquillement, quand un mec un peu bizarre s'est assis à côté de moi. En vrai, il était drôle. Il était petit et avait de grandes oreilles. Je l'avais déjà vu quelques fois. Et j'avais remarqué aussi que personne ne lui parlait. Ça devait être un paria à cause de son apparence aussi. Il m'a dit qu'il s'appelait Charlie et qu'il voulait discuter de quelque chose d'important avec moi. Il m'a dit qu'il y avait des rumeurs sur moi à l'école. Les gens disaient que j'étais une vraie sorcière et que je savais faire de la magie. C'est dingue en vrai à quel point les gens croyaient aussi facilement plein de conneries. Mais le gars était sérieux et il m'a demandé d'utiliser mes pouvoirs pour l'aider avec ses oreilles. Charlie voulait que je les réduise. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Écoute, je vais te dire un petit secret. Je ne suis pas une sorcière. Je ne sais pas faire de magie, malheureusement. Je suis juste une fille tout à fait normale. Enfin, je suis une albinos et je fais de l'hétérochromie. Ce sont des maladies, lui ai-je dit joyeusement. Charlie était clairement bouleversé. Il m'a demandé pourquoi j'avais raconté toutes ces choses-là sur moi alors. Je lui ai répondu pour qu'il me pose pas trop de questions et ne se moque pas du fait que je sois un peu bizarre. Ma réponse a visiblement surpris Charlie. Il m'a dit que j'étais très créative et me regardait avec respect. Je pense qu'il m'aimait bien. Exactement ce dont je n'avais pas besoin dans ma vie. J'ai donc vite fini de manger et j'ai quitté la cantine. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien réussi dans ma nouvelle école. Tout le monde avait peur de moi et personne ne me dérangeait. Même les pires brutes m'évitaient. Et d'un autre côté, Madame Wournos était toujours là pour moi. Quand le soleil brillait trop fort, elle tirait les rideaux sur les fenêtres. Elle m'a aussi mis tout devant en classe pour que je puisse mieux voir. Franchement, tout allait bien. Il y a juste Charlie qui me laissait pas tout seul. Partout où j'allais, il me suivait. Il m'offrait des livres, me réservait une place à la cantine, m'attendait après les cours. J'en avais marre, mais je lui souriais, pour être poli. Charlie m'a dit une fois, « On se ressemble à vrai dire, personne ne nous parle, c'est pourquoi on doit rester ensemble. Je suis tellement contente d'avoir une pote comme toi. » Non mais, trop c'est trop. J'ai dit au mec que si personne ne me parlait, c'était parce que je ne le voulais pas. J'avais l'habitude d'être seule, et j'avais tout simplement pas besoin d'amis. Donc t'as tort Charlie, je suis désolée, lui ai-je dit, et je suis partie. Il est resté seul et me regardait partir au loin. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Ouais, voilà, moi je suis comme ça. Et je me répète, mais je suis contente comme ça. Au fil du temps, tout le monde s'est habitué à moi. Ils ont commencé à arrêter à avoir peur de moi et ont même commencé à se moquer de moi. Un jour, ma classe se préparait pour faire du camping. Tous les gens de ma classe disaient à quel point ça allait être trop bien. Et puis Brian m'a regardée et a dit « Hé sorcière, tu viens avec nous ?» J'ai répondu que c'était pas trop mon genre d'activité. Donc Brian a commencé à se moquer de mon style de vie. Je me suis énervée et j'ai dit « Si je ne vais pas camper, alors vous non plus !» Je ne sais pas ce que j'espérais quand j'ai dit ça. J'avais juste besoin de remettre l'autre con à sa place. Mais le truc c'est que, le lendemain, un miracle s'est produit. Il a commencé à pleuvoir. Et il y a eu tellement de vent le matin que le voyage a été annulé. Je te jure que ce n'était pas de ma faute. Juste une belle coïncidence. Mais j'étais heureuse que ma prophétie se soit accomplie. J'ai passé toute la journée à lire des livres et à m'amuser à ma manière. Mais, et j'aurais dû m'y attendre, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Au lieu d'avoir peur de moi, ma classe a commencé à me détester. Ils parlaient de moi dans mon dos et faisaient tout pour me gâcher ma journée. Ça m'a rendue folle. Par exemple, ils ont mis une chauve-souris dans mon casier un jour. Quand je l'ai ouvert, j'ai vraiment eu peur. « C'est pas drôle !» ai-je crié. Mais tout le monde a juste rigolé. C'est là que Charlie m'a défendu. Il s'est mis à côté de moi et a dit qu'il ne les laisserait pas me laisser. « Ah bah voilà la vraie chauve-souris. T'as utilisé tes oreilles pour voler jusqu'ici ?» a dit Brian en se moquant de lui. Évidemment, ça a fait rire tout le monde. Et ça me faisait chier que Charlie avec ses grandes oreilles ne faisait qu'alimenter le feu. Donc je lui ai dit « Laisse-moi tranquille, t'approches pas de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. » J'ai claqué la porte de mon casier et je suis partie. Mais dès que je suis entrée dans la salle de classe, j'ai tout de suite compris comment il voulait me faire souffrir maintenant. Il y avait une énorme caricature de moi sur le tableau noir avec une petite phrase « Bienvenue en enfer, Harper ». Je les ai entendus rire derrière moi. C'était trop, je n'en pouvais plus vraiment. Donc je me suis retournée vers eux et je leur ai dit « Oh, rigolez pas trop, vous allez tous le regretter ». J'ai passé toute la soirée à pleurer dans ma chambre. Pourquoi ils ne voulaient pas me laisser tranquille? Je ne voulais faire du mal à personne, moi. Je voulais juste qu'on m'ignore.
Le lendemain, quand je suis allée en cours, j'ai eu une surprise incroyable. Je suis arrivée à l'école et suis allée en classe comme d'habitude, mais il n'y avait personne. Où est tout le monde ? Ai-je demandé, surprise. Madame Wornos m'a répondu que la plupart des élèves étaient tombés malades et étaient donc restés à la maison. Je me sentais mal à l'aise. Je me suis souvenue de ce que j'ai dit la veille. Oh, rigolez pas trop. Vous allez tous le regretter. Et maintenant, ils étaient tous à la maison avec un mal de ventre incroyable apparemment. Quelle incroyable coïncidence. Sachant qu'en vrai, je n'avais rien fait. Je me suis assise en classe et j'ai senti que quelque chose allait se passer. Et j'avais raison. Après le repas du midi, Madame Wornos a dit que le directeur m'avait demandé de venir à son bureau. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert que les parents des malades l'avaient appelé et se sont plaints de moi. Le directeur m'a expliqué, comme quoi ils disaient tous que je les avais maudits. Mais ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Et là, j'ai eu peur. Le directeur m'a dit qu'il ne croyait pas non plus à ces conneries, mais les parents de presque tous les gens de ma classe exigeaient que je sois renvoyée de l'école. Quoi ? Mais genre, j'étais choquée. Madame Wornos a essayé de me réconforter. Ne t'inquiète pas, Harper. Je suis sûre que les choses iront mieux dans une autre école pour toi. Il n'y aura pas de gosse aussi méchant qu'ici. J'ai quitté le bureau du directeur et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi il m'avait fait ça ? C'était pas de ma faute. En fait, je suis sûre que quelqu'un voulait se débarrasser de moi. Et puis j'ai pensé à Charlie, ce con avec ses grandes oreilles. Je suis sûre que c'était lui. J'ai couru partout dans l'école à la recherche de Charlie. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai attrapé et j'ai commencé à le secouer. Il m'expulse de l'école à cause de toi. Avoue que c'est ta faute. Mais il m'a juste regardé stupéfait et a fait semblant de ne pas comprendre. T'as fait quelque chose aux gens de ma classe pour te venger, parce que je ne voulais pas être amie avec toi. Quand il m'a entendu dire ça, Charlie est devenu triste et m'a dit « Oui, tu as raison, c'était moi. » J'ai attrapé son bras et l'ai traîné vers le directeur. Je voulais qu'il explique tout, et Charlie n'a rien nié. Il a expliqué au directeur que mes camarades de classe étaient malades à cause de lui, que ce n'était pas de ma faute. Le directeur avait l'air surpris et a dit « C'est très très grave ce que tu as fait là. J'appelle la police. » On s'est assis dans le bureau du directeur et on a attendu que Charlie soit emmené. Il a juste baissé la tête et ne disait rien. Je me suis même sentie désolée pour lui. Mais c'était sa faute. Un policier est revenu une demi-heure plus tard. On lui avait expliqué ce qu'il se passait et il a dit qu'il voulait voir les vidéos de surveillance. Le directeur a mis en marche les enregistrements de vidéosurveillance. Et on les a tous regardés ensemble. Mais ce qu'on a vu là nous a vraiment choqués. Une caméra dans la cantine avait surpris quelqu'un en train de verser des médicaments dans la nourriture des élèves. Mais c'était pas Charlie, c'était Madame Wornos ? Waouh ! Quoi ? Sérieusement ? Le policier a donc tout de suite arrêté l'enseignante. Quand ils l'ont emmenée, elle a crié « Vous ne comprenez rien ! Ses yeux sont de couleurs différentes ! Elle nous maudit ! Elle nous maudit tous !» En fait, apparemment, Madame Wornos était très superstitieuse et croyait que les personnes atteintes d'hétérochromie étaient maudites. C'était un vrai choc pour moi. Genre, au 21e siècle, il y avait encore des gens qui croyaient ça. Surtout une prof, quoi. Madame Wornos avait décidé de se débarrasser de moi comme ça. Heureusement, on a trouvé le vrai coupable. Ils ne m'ont pas expulsée de l'école et je me suis réconciliée avec mes camarades de classe. Tout est revenu à la normale. Une seule chose me dérange. Je me sentais mal pour Charlie. Après tout, je lui ai fait avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et il l'a fait pour moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi dans les commentaires. Tu ferais quoi à ma place ? Salut les gars, je m'appelle Henri et j'ai 13 ans. Cette histoire sera celle de mon tatouage. Bon, c'est techniquement illégal de les faire avant 18 ans. Mais regarde tout ce que j'ai. Et je les ai fait tatouer par l'artiste le plus stylé de ma ville. Tu veux savoir qui c'est ? Ok, abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. J'ai toujours aimé dessiner. Et j'étais vraiment doué pour ça, même si j'ai jamais suivi de cours ou autre. C'est beau, hein ? Je pense que c'est mon père qui m'a transmis ce talent. Il était peintre avant, puis il a travaillé comme tatoueur. Il dessinait des dragons, des genres d'ornements et des motos pour ses clients. Mais je n'ai jamais aimé ces dessins. C'était moche. Des trucs de vieux, quoi. Je passais beaucoup de temps dans le salon de mon père. Et je voulais devenir tatoueur aussi. Ça rendait mon père vraiment heureux. Donc un jour, il m'a donné un morceau de faux cuir et une vieille machine pour m'entraîner. J'ai vite compris comment tout ça marchait. Je savais quelle encre était la meilleure. Comment réparer une machine à tatouer. Comment traiter un tatouage pour qu'il guérisse plus rapidement. J'ai senti que j'étais prêt à travailler avec de vrais clients. J'en ai donc parlé à mon père. Mais il m'a dit que ce n'était pas assez. Il me disait que je n'avais que des connaissances techniques. Mais j'avais encore besoin de compétences créatives. Que je devais apprendre à faire des dessins qui étaient toujours magnifiques et corrects. Mais j'étais persuadé que je pouvais déjà le faire. Donc j'ai montré à mon père le croquis de tatouage que j'avais dessiné toute la nuit. Mais il a rigolé. Non, Henri, ça, c'est juste un gribouillage. Il faut que tu ailles dans une école d'art. Là-bas, tu pourras tout apprendre. Pourquoi je devais faire une école d'art ?
je peux déjà tout faire. Mon père voyait juste pas que j'avais mon style à moi. C'est ce que disait mon pote Benji quand je lui montrais mes croquis. Les vieux, ils ont juste du mal à reconnaître que leurs gosses savaient faire des trucs aussi. Parce qu'ils sont jaloux. Mon père n'accepterait jamais que son fils soit plus créatif que lui. Mais un jour, le destin m'a donné une chance. Un beau jour, j'étais dans l'atelier de mon père et je l'attendais. Il m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'il était coincé dans les bouchons et qu'il serait donc en retard. Mais il devait bientôt y avoir un client. Donc mon père m'a demandé de lui dire que la séance serait annulée aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, une jolie fille est entrée dans le salon. On a parlé. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Nora et qu'elle venait d'avoir 18 ans. Elle avait toujours voulu un tatouage, donc dès qu'elle a eu le droit, elle s'est décidée à le faire. Donc je lui ai demandé quel genre de tatouage elle voulait. Je ne suis pas compliqué, juste quelque chose de beau, à la mode. Elle me répond joyeusement. J'ai dit que je pourrais en faire un pour elle, que j'avais justement un beau croquis à la mode sous la main. Et je lui ai montré mon dessin. T'es pas trop jeune pour faire un tatouage ? Elle m'a demandé méfiante. J'ai enfilé mes gants avec confiance et j'ai allumé la machine à tatouer. Oh t'inquiète, t'es entre les mains du meilleur tatoueur de la ville, je lui ai répondu. Nora sourit et s'allongea sur le canapé. J'étais un peu inquiet quand même pour mon premier vrai tatouage. Et si je faisais une erreur, elle resterait sur le corps de la fille pour toujours. Et raison de plus pour se dépêcher. Mon père pourrait débarquer d'une minute à l'autre. J'étais donc extrêmement concentré. Pour cette première fois, j'ai décidé de me limiter à un petit dessin. Après un moment, c'était prêt. J'étais tellement fier de mon taf. Et Nora, elle a bien aimé aussi. Trop cool, j'adore, elle me dit. J'ai donc traité son tatouage avec de la pommade, puis j'ai mis un pansement dessus. Nora a dit qu'elle m'aimait bien, que j'étais sérieux et confiant, pas comme les autres gars. On s'est dit au revoir et elle est partie. Comme j'étais content, ma première vraie expérience est plus que réussie. Le soir, quand mon père est rentré à la maison, je n'ai pas pu cacher ma joie et lui raconter ce que j'avais fait. Mais au lieu de me féliciter, il a commencé à me crier dessus. « Qu'est-ce que t'as fait ? Tu peux pas juste gribouiller sur des gens ! Je te l'interdis !» Il a crié. J'ai commencé à me défendre. Mais la fille aimait bien mon dessin. Mon père m'a juste répondu que les gens riraient de mon tatouage et que la fille reviendrait à ses sens. Elle reviendra au salon pour se plaindre. Les tatoueurs devraient être responsables de ce qu'ils faisaient. J'ai dit que mon père ne comprenait rien au style moderne et que je savais ce que je faisais. Quoi qu'il en soit, on s'est bien disputé cette nuit-là. Et tu sais quoi ? Il n'avait pas vraiment tort, sauf sur un détail. Nora est revenue au salon une semaine plus tard. Pas pour engueuler qui que ce soit, mais au contraire, toute contente. Elle a dit que tous ses potes aimaient tellement mon dessin qu'elle a décidé de s'en faire un autre. Mon père, surpris, a demandé à la fille de bien réfléchir. Après tout, avec l'âge, les goûts peuvent changer. Nora a marmonné quelque chose et est partie du salon. Mais je ne pouvais pas manquer une autre chance, donc je me suis précipité pour la rattraper. Et je lui ai dit que je le ferais. Donc, on s'est échangé nos numéros pour rester en contact. J'ai passé toute la nuit à dessiner un croquis pour Nora. J'ai vraiment beaucoup aimé mon résultat. En vrai, j'étais le créateur d'un nouveau style de tatouage. Le lendemain, j'ai attendu que mon père reparte du salon et j'ai appelé Nora. En une demi-heure, elle était de retour sur le canapé et je travaillais déjà sur son tatouage. Pendant la séance, on a bien discuté pour pas s'ennuyer. Nora m'a parlé d'elle et j'ai partagé mes projets de vie avec elle. Même si on avait quelques années d'écart, je sentais qu'on était intéressés l'un par l'autre. Après quelques temps, j'avais fini le tatouage. Nora l'a regardé et m'a dit que j'étais vraiment talentueux. Le tatouage rendait vraiment trop bien. J'étais tellement heureux qu'elle me félicite. Je lui ai demandé si ça la dérangerait si je l'appelais un jour. Nora m'a embrassé sur la joue et m'a dit qu'au contraire, elle kifferait bien. Donc, on a commencé à s'appeler et à se parler pas mal. Un jour, elle m'a dit que le tatouage que j'avais fait avait vraiment séduit ses potes. Au point où il y en avait qui voulaient en faire aussi. J'étais tellement refait, j'avais déjà mes premiers fans. Donc j'ai décidé d'agir. J'avais une bonne somme d'argent dans ma tirelire. J'ai fait une liste de tout ce dont j'avais besoin. Et j'ai demandé à Nora de m'acheter du matériel de tatouage. Je n'aurais pas pu tout acheter moi-même. Mais Nora a tout acheté pour moi et m'a ramené une grosse boîte avec tout dedans. Maintenant, j'étais un vrai tatoueur, avec mes propres outils. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Je faisais des croquis la nuit et la journée, après l'école, je tatouais des clients chez eux. Au début, c'était juste les potes de Nora. Puis ils ont parlé de moi à leurs potes à eux. Et bientôt, tout le monde me connaissait. Tout le monde adorait ce que je faisais. Et j'avais des commandes en masse. J'avais encore plus de clients que mon père. Mon style de dessin était carrément devenu une tendance à la mode. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai commencé à sortir avec Nora. La différence d'âge ne la choquait pas. Elle kiffait le fait que je sois aussi talentueux et que je gagnais déjà ma vie à cet âge-là. Donc je me suis permis de m'acheter plein de trucs trop cool.
Quand tout le monde a découvert que j'étais un vrai tatoueur et que ma copine avait 18 ans, je suis tout de suite devenu le mec le plus populaire de l'école. Mon meilleur pote Benji me disait qu'en plus d'être talentueux, j'étais brillant. Genre comme Andy Warhol ou Jackson Pollock. Oh oui, c'est vrai ça. Un soir, j'ai dessiné un croquis tellement cool que j'ai décidé de ne le donner à personne, mais de le garder pour moi. Je me suis dit, tous les vrais tatoueurs ont des tatouages partout aussi. Et moi, j'en ai pas encore. J'ai donc demandé à mon père de transformer mon croquis en un vrai tatouage. Mais il a catégoriquement refusé de le faire. En plus du fait que ce soit immonde, t'es mineur. Je ne t'autorise pas à te faire tatouer, il m'a dit. J'étais tellement énervé, il ne pouvait pas comprendre à quel point mes dessins étaient cool et que les gens les kiffaient. À la fin du mois, j'avais tatoué quasiment 50 personnes. Il y avait des rumeurs sur un jeune tatoueur talentueux qui circulait dans la ville. D'autres tatoueurs ont même commencé à copier mon style. Je suis devenu une icône de style. Mais une nuit, mon père a découvert mon secret. Mon père m'a montré une photo d'un de mes tatouages et m'a dit, énervé comme jamais, « Henri, c'est quoi ça? Un gars avec ce tatouage est venu me voir aujourd'hui. Il a eu où ?» J'ai donc tout avoué. Mon père a commencé à crier, à me dire que je faisais une grosse erreur. Que non seulement je faisais des gribouillis dégueulasses sur les gens, mais qu'en plus de ça, je ne respectais pas les règles d'hygiène. Là, par contre, j'étais vraiment blessé par ces paroles. Et j'ai répondu que je faisais tout correctement et qu'il ne comprenait tout simplement pas les artistes modernes. J'étais tellement en colère contre lui que je me suis tatoué moi-même cette nuit-là. Quand il était guéri, j'ai commencé à le montrer à l'école. Benji était surpris. « Mais t'as pas 18 ans? Ça pourrait t'apporter des emmerdes !»« Tant pis, je suis un vrai artiste et je veux montrer mon style », je lui ai répondu. Mais ma confiance est très vite partie quand des gens du service de tutelle sont arrivés à l'école après le repas du midi et m'ont emmené avec eux. Apparemment, un des profs avait vu mon tatouage et les avait appelés. Mon père m'y attendait. Il avait été accusé de ne pas être apte aux gardes d'enfants. J'ai répondu que j'étais un adulte et que j'avais fait le tatouage moi-même. Mon père n'était pas du tout au courant. D'une manière ou d'une autre, on est sorti indemne de cette affaire. Mais une fois à la maison, j'ai eu une conversation sérieuse avec mon père, qui s'est encore une fois terminée par une engueulade. Mais c'est pas tout. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une chaîne de télévision locale. Ils ont dit avoir entendu une histoire sur le plus jeune tatoueur de la ville et ont décidé de faire un reportage sur moi. Oh, trop stylé! Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. J'ai aussi appelé Nora pour partager mon succès. L'équipe de tournage avec le journaliste est arrivée assez rapidement. Ils ont filmé Nora et moi et nos tatouages. Puis j'ai parlé et expliqué comment j'avais développé mon propre style et comment je suis devenu populaire. J'étais au milieu des projecteurs et je kiffais tellement. J'étais célèbre. Une fois que l'équipe de télévision avait tout filmé, ils sont partis. Avec Nora, on est parti boire un coup au café pour fêter ça. Le reportage a été diffusé dans la soirée et le lendemain, il était déjà sur internet. J'étais tellement heureux, le monde entier me connaîtrait. Mais c'est là qu'il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Au lieu d'admirer, les gens ont commencé à critiquer. Regarde cette misère! Ouais, il s'est pas dessiné ce gosse en fait! Qui c'est qui lui a donné une machine à tatouer? Et encore, c'était les plus gentils ça. J'étais surpris, bouleversé. Qu'est-ce qui se passe là? Même les tatoueurs les plus célèbres ont commencé à publier mes dessins sur leur chaîne avec des légendes. Ne fais pas ça. Les tatouages les plus laids du monde. Et la créativité des enfants. J'étais déprimé. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était pas ça la célébrité dont j'avais rêvé. Après ça, mon père a trouvé et confisqué tout mon équipement de tatouage. Il m'a dit que j'étais une honte pour lui. Est-ce qu'il avait raison? Ils ont commencé à se moquer de moi à l'école aussi. D'un des gars les plus populaires, je suis devenu le mec à qui personne ne voulait parler. Même mon pote Benji a commencé à me dire que mes dessins étaient moches et que j'avais besoin de travailler sur le style. Ma copine Nora a arrêté de répondre à mes appels. Mais le pire, c'est que quelques jours plus tard, le salon de mon père a commencé à recevoir des clients que j'avais tatoués. Ils étaient énervés et demandaient de réparer ce que j'avais fait. Mon père a été forcé de couvrir mes dessins avec de nouveaux tatouages, gratuitement. J'ai donc réfléchi longtemps après cette histoire. Et tu sais ce que je me suis dit au final? Je suis vraiment talentueux. Mais les gens ne sont tout simplement pas encore prêts pour mon art. Personne ne comprend que je suis un maître tatoueur. Mais un jour, mes tatouages deviendront des chefs-d'œuvre immortels. Dis-moi ce que t'en penses, tiens, dans les commentaires. Salut tout le monde, je m'appelle Jacob et j'ai 15 ans. Avec le titre, t'as déjà dû comprendre que j'avais une petite sœur. Elle s'appelle Ariana et mes parents l'aiment bien plus que moi. D'ailleurs, j'ai remarqué que les enfants, les plus jeunes, ce sont toujours les favoris des parents. Je suis sûr que tu l'as déjà remarqué aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, j'ai une réponse à cette question. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai comment je me suis battu pour retrouver l'attention de mes parents et ce qu'il s'est passé ensuite. Quand j'étais petit, mes parents étaient juste fous de moi. J'étais le seul enfant de la famille après tout. J'étais vraiment gâté, ils ne me punissaient jamais et cédaient toujours à mes caprices. Ah là là, la belle vie.
C'est là qu'Ariana est née. Et tout a changé. D'un coup, c'est comme si je n'existais plus. Il n'y avait plus qu'Ariana à leurs yeux. Ma sœur est devenue la personne la plus importante de la famille. Papa et maman passaient tout leur temps avec elle. Je pensais que ça se calmerait quand elle grandirait et que mes parents nous aimeraient autant l'un que l'autre. Mais avec le temps, Ariana est restée leur préférée. À 11 ans, c'était toujours la petite princesse de papa et maman. Alors que moi, tout ce que j'entendais, c'était « Jay, sors la poubelle !» C'était assez blessant, pour être honnête. J'étais tellement énervé, c'était tellement injuste. Maman lui achetait de nouveaux vêtements presque tous les mois, alors que moi, j'avais le même jean depuis 3 ans. Elle a même eu droit au dernier smartphone pour son anniversaire. Moi, un livre et un gâteau, et en plus c'est ma sœur qui a mangé la moitié. Puis je devais tout le temps manger des légumes, parce que c'était bon pour ma santé, alors qu'Ariana avait des pizzas et des tacos dès qu'elle faisait comprendre qu'elle en voulait. En gros, je comprenais bien que mes parents aimaient plus ma sœur que moi, et ça me faisait tellement mal. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne leur en ai pas parlé. Eh bien, une fois, j'ai essayé de leur expliquer ce que je ressentais. Mais mon père m'a juste répondu « Jay, pourquoi t'es en compétition avec Ariana ? Elle est plus jeune, laisse-la tranquille. » Évidemment, je n'ai pas aimé cette réponse. Pire encore, Ariana avait compris qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, donc elle était devenue complètement insupportable. Un jour, elle est allée prendre des bonbons que papa et maman avaient cachés dans un placard. Sauf qu'elle a laissé tomber la théière préférée de maman. Évidemment, elle s'est éclatée par terre en 1000 morceaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'Ariana se ferait enfin engueuler un peu. Nos parents sont arrivés en courant dans la cuisine et ont demandé ce qui s'était passé. Et puis elle leur a dit « Jacob a essayé de prendre des bonbons et a cassé la théière, maman. » Quoi ? J'ai commencé à leur dire que ce n'était pas moi qui l'avais fait, mais elle. Mais ils ne m'ont même pas écouté et ont cru Ariana. J'ai été puni et je n'avais plus droit aux bonbons pendant 1 mois entier. Mais je l'ai vu me sourire méchamment. C'était la goutte de trop. Donc j'ai déclaré la guerre à ma sœur. J'avais besoin que papa et maman se fâchent contre elle. Mais pour ça, il me fallait un plan en béton. Donc après un peu de temps, j'avais trouvé quoi faire. Première partie de mon plan, j'ai posé son tout nouveau smartphone qui coûtait un bras sur le bord de la table pendant qu'on mangeait. Ariana ne l'a pas vu évidemment. Donc elle a fait tomber et l'écran s'est brisé. Je pensais que mes parents l'engueuleraient pour avoir été aussi irresponsable. Mais papa a juste souri et a dit qu'il lui en achèterait un nouveau. Attends, quoi ? Sérieux ? Bon, ok, la première partie de mon plan n'a pas marché. Donc j'ai entamé la deuxième partie. En revenant de l'école, j'ai ramassé le chiot le plus sale et le plus brouté de puces que j'ai pu trouver dans la rue. Ensuite, je l'ai posé devant la maison. J'ai frappé à la porte et je me suis caché dans un buisson dans la rue. Ariana est sortie, a vu le chiot et l'a ramené dans sa chambre, comme prévu. Le soir, quand nos parents étaient rentrés à la maison, il y avait des traces de boue partout dans la maison et ma sœur n'arrêtait pas de se gratter. Là, c'est sûr qu'elle allait se faire engueuler parce que maman détestait les animaux de compagnie. Mais elle a juste souri et a dit « Oh, il est magnifique ce petit chien. Tiens, on va le laver et le chouchouter. Jay, nettoie toutes ces traces par terre. » Quoi ? Mais ils sont pas sérieux là quand même ? J'en croyais pas mes oreilles. Ma mère aimait tellement Ariana qu'elle la laisserait faire tout et n'importe quoi. C'est là que j'ai compris que je devais vraiment faire quelque chose de plus sérieux si je voulais réussir. J'ai commencé à me faufiler dans la chambre de ma sœur la nuit. Je sortais tous ses devoirs de son sac et je remplaçais toutes ses réponses par des mauvaises. Impossible que mes parents laissent passer ça. Très vite, Ariana a commencé à ramener que des mauvaises notes. Évidemment, mes parents l'ont vite remarqué. Tu penses qu'ils l'ont punie ? Oh non ! Si seulement. Rien du tout. Mon père m'a juste appelé et m'a dit « Jay, ta sœur a un peu du mal à l'école. Tu vas donc l'aider avec ses devoirs. » Mais comment ça se fait que tout retombe sur moi ? Maintenant, c'est moi qui faisais les devoirs d'Ariana pendant qu'elle jouait avec son chiot sans se soucier du monde. Je me sentais tellement mal. J'avais perdu la guerre contre elle. Mais j'ai décidé de faire une dernière tentative désespérée. J'ai décidé de m'enfuir de chez moi. Peut-être que si je disparaissais pendant un moment, maman et papa se rendraient compte à quel point je leur manquais. Et peut-être qu'ils recommenceraient à me chouchouter aussi. Donc un soir, j'ai pris de la nourriture, des vêtements chauds et le livre qu'ils m'avaient donné pour mon anniversaire. Et j'ai mis tout ça dans mon sac à dos. Je leur ai écrit un mot d'adieu. Je l'ai laissé sur la table de ma chambre et je suis parti. Je ne savais pas où aller ni pour combien de temps je partais. Pour être honnête, je n'avais pas bien réfléchi à tout ça. Donc je me suis juste promené dans la rue et j'ai pensé qu'à ce moment précis, où ma mère rentrerait dans ma chambre et verrait que je n'étais plus là. Ce moment où elle trouverait mon petit message. Je l'ai imaginé avoir peur et appeler papa. Ensemble, ils commençaient à appeler tous mes amis et à essayer de savoir où j'ai bien pu aller. Et Ariana comprendrait enfin que tout ça, c'était à cause d'elle. Franchement, ces pensées me donnaient le sourire. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais déjà assez loin de chez moi, au point où je ne savais plus où j'étais. J'étais tellement dans mes pensées que je n'avais même pas vu que je m'étais perdu. Bon, il faut que je reste calme.
Je devais juste faire demi-tour et marcher jusqu'à ce que j'arrive dans une rue que je connaissais. J'ai mis mes écouteurs et de la musique sur mon smartphone pour pas m'ennuyer pendant que je marchais. Mais je marchais un peu sans vraiment savoir où j'allais. Et la nuit est tombée assez rapidement. Plus je marchais, plus j'étais sûr que j'allais dans la mauvaise direction. Je me suis retrouvé dans une partie un peu sale de la ville. Il y avait des bâtiments délabrés et des clôtures tout autour de moi. Je n'avais plus aucune idée où j'étais, ni d'où était ma maison. Pour être honnête, j'avais peur. Je voyais juste qu'il y avait des silhouettes qui me regardaient dans le noir. C'était qui ces gens-là ? Et là, pour la première fois, je me suis dit ce que j'avais fait. C'est la pire idée, j'ai imaginé. Mes parents et la police en train de me chercher. Maman serait certainement en train de pleurer et papa en train d'engueuler Ariana en disant que tout était de sa faute. Je me suis donc dit que c'était assez, qu'ils avaient compris et qu'il était grand temps pour moi de rentrer à la maison. Mais je ne savais même pas par où je devais aller. Je n'avais aucune idée d'où était ma maison. Puis comme il était tard, il n'y avait plus les transports publics. Et j'avais bien trop peur ici pour demander des directions à qui que ce soit. Qui savait quel genre de personne se baladait dans les rues la nuit ? Quelques heures plus tard, j'étais toujours pas rentré et je me suis senti hyper fatigué. J'ai décidé de surmonter ma fierté et d'appeler mes parents. Mais quand j'ai sorti mon téléphone, j'ai vu que la batterie était morte. J'ai écouté de la musique depuis tellement longtemps que ça avait complètement vidé ma batterie. C'est là que j'ai vraiment eu peur. Je n'aurais jamais dû m'enfuir de chez moi. Se retrouver dans une situation désespérée comme celle-ci, c'était quand même horrible. Donc j'ai passé toute la nuit à me promener dans la ville, à la recherche de ma maison. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai enfin vu un bâtiment familier. J'avais enfin retrouvé mon chemin. Et moins d'une heure après, j'étais devant la porte de la maison. J'étais tellement fatigué, anéanti. Mais j'étais fier de moi, d'avoir donné une leçon à mes parents. J'étais persuadé qu'ils étaient restés réveillés toute la nuit, à la recherche de leur fils. Et quand ils me verraient rentrer, ils m'embrasseraient, soulagés. Mais quand je suis rentré chez moi, tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. Le salon était vide. Ils étaient où ? Donc je suis monté dans la chambre de papa et maman pour voir s'ils étaient là. Quand je les ai vus, ronfler tranquillement. Et Ariana dormait aussi, comme si de rien n'était. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis allé dans ma chambre, j'ai vu la note, intacte. Là, il y a ma mère qui est rentrée dans la chambre, un peu endormie. Elle m'a vu tout habillé, avec mon sac à dos, et m'a dit calmement « Oh, Jacob, t'es déjà prêt pour aller en cours ? Ne claque pas la porte en partant. On va encore un peu dormir, nous. » C'était un fiasco. Ils n'avaient même pas vu que j'étais parti. J'avais passé cette nuit horrible pour rien. J'ai compris que je ne pourrais rien changer. Maman et papa aimeraient toujours plus ma petite sœur que moi. Quoi que je fasse, j'ai décidé de l'accepter et de passer à autre chose. Mais le destin m'a tendu la main. Quelques jours plus tard, il nous a réservé une belle surprise. Un soir, nos parents étaient particulièrement solennels au dîner. Et là, papa nous a sorti. « Jacob, Ariana, on a quelque chose à vous annoncer. Bientôt, vous aurez un petit frère ou une petite sœur. » Waouh! Ma mère était enceinte. Ariana a hurlé de joie et a serré maman dans ses bras. C'est là que j'ai regardé ma sœur et que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire malicieux. Elle ne savait pas encore ce qui lui attendait. Très vite, elle ne serait plus la plus jeune. Ha! T'as deviné ce qui s'est passé, hein? Quand notre petite sœur Mia est née, mes parents ne faisaient plus attention qu'à elle. Ils ont arrêté de donner toute cette attention et l'amour à Ariana. Papa lui faisait sortir les poubelles. Et elle devait faire le ménage aussi. Et ma mère lui faisait manger des légumes parce que c'était bon pour la santé. Enfin, ma sœur comprenait ce que c'était que d'être à ma place. Ha, elle ne supportait pas. Mais le truc, c'est qu'au final, j'étais pas si heureux que ça, qu'elle subissait enfin ce qu'elle méritait. Mais au contraire, je me sentais vraiment désolé pour elle. Un soir, elle est venue dans ma chambre, en larmes, et m'a dit que papa et maman ne l'aimaient plus. Je lui ai fait un câlin, et j'ai dit que ce n'était pas vrai. Ils nous aimaient tout autant. C'est juste que les enfants plus âgés sont simplement devenus plus mûrs et plus responsables à leurs yeux. Quelqu'un qui pourrait être indépendant. C'est pourquoi ils donnaient toute leur attention aux plus jeunes. Peut-être que je devrais vraiment grandir un peu dans ma tête. T'en dis quoi, toi ? Tiens, écris-moi ce que tu penses dans les commentaires. Après tout, l'histoire de ta famille peut ressembler à la mienne. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy et j'ai 17 ans. T'as déjà fait quelque chose dont t'avais vraiment honte ? Le seul truc qui est pire que ça, c'est de faire un truc et de se rendre compte qu'on ne peut pas réparer notre erreur. Je veux te raconter quelque chose que je regrette tellement. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard et que tu peux m'aider à réparer mon erreur. Abonne-toi à la chaîne parce que ça dépendra énormément de toi. Tout a commencé il y a 1 an. On avait un vieux prof à notre école. Il s'appelait Monsieur Harrison. Toute l'école le connaissait et tout le monde l'aimait bien d'ailleurs. Et il nous forçait pas à réviser comme des dingues et il ne donnait pas trop de devoirs. En plus de ça, si tu ne discutais pas trop en cours avec lui, t'étais quasi sûr d'avoir une bonne note avec lui. Tout le monde était content avec ce mode de fonctionnement. Surtout mon meilleur ami, Austin et moi. Après tout, réviser c'était pas trop notre truc et on séchait pas mal de cours en vrai. Mais un jour, notre directeur a envoyé Monsieur Harrison à la retraite.
Personne ne voulait le voir partir, donc on était impatient de savoir qui prendrait sa place. Quelques jours plus tard, un nouveau prof est arrivé, ou plutôt une nouvelle. C'était une jeune femme qui s'appelait Madame Ambrose. Elle était très jeune et jolie. On espérait qu'elle serait aussi gentille avec nous que Monsieur Harrison l'avait été, et pas trop exigeante surtout. On n'a jamais été autant à côté de la plaque. Dès le premier jour, elle nous a sorti une interro surprise, où tout le monde a eu de mauvaises notes, évidemment. Et après, elle nous a donné plein de devoirs, en disant qu'avec elle, on travaillerait vraiment. On était cuits. Il va de soi que toute la classe a tout de suite détesté Madame Ambrose. Surtout Stella, qui était la meilleure de la classe, avec toujours 20 sur 20, avant que la nouvelle prof arrive. Elle a demandé à Madame Ambrose de lui donner une meilleure note que celle qu'elle avait eue. Mais Madame Ambrose a répondu qu'elle ne méritait pas. Elle nous a aussi dit « Vous devez comprendre que vos notes ne signifient rien si vous ne comprenez rien derrière. » Mais nous, on voulait juste des bonnes notes pour que nos parents ne nous engueulent pas. Devenir plus intelligent, c'était pas trop notre but quoi. Sauf que Madame Ambrose nous faisait travailler comme on n'avait jamais travaillé. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Je rentrais des cours quand d'un coup, j'ai reçu un SMS. C'était de Madame Ambrose. Ouais, elle nous avait tous donné son numéro à notre premier cours avec elle. Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu m'envoyer ? J'ai ouvert le message et je n'en croyais pas mes yeux. C'était une photo de Madame Ambrose. Mais pas une photo toute simple. Non, une photo d'elle en maillot de bain, à côté de la piscine. On pourrait dire que c'était une photo plutôt privée quoi. Elle était vraiment belle sur cette photo. Mais pourquoi elle m'avait envoyé ça ? Elle ne connaissait même pas mon numéro. J'y ai pensé tout le long du chemin du retour. Et j'ai passé toute la soirée assis dans ma chambre à regarder cette photo. J'en suis finalement arrivé à la conclusion que Madame Ambrose avait des vues sur moi. Pourquoi pas ? J'étais grand, fort et je faisais plus vieux que mon âge. Évidemment que les filles m'aimaient bien, même si c'était ma prof. Le lendemain, je suis allé en cours, tout content. Le fait qu'une belle prof comme elle avait des vues sur moi, ça me boostait carrément. J'ai fait un clin d'œil à Madame Ambrose en rentrant dans la salle. Mais je ne sais pas pourquoi, elle a détourné le regard, en colère. Je l'ai regardée pendant tout le cours pour voir si elle m'accordait une attention particulière. Mais rien du tout. Et elle m'a même donné une mauvaise note. Pourquoi elle a fait ça ? Je ne comprenais plus rien. La veille, elle m'envoie cette photo et maintenant, elle faisait comme si de rien n'était. Donc je me suis dit que je lui en parlerais pendant la pause. Mais quand je suis allé la voir et que j'ai laissé comprendre que je savais ce qu'elle ressentait pour moi, elle a répondu qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il se passe quoi là ? Peut-être que j'étais vraiment con et qu'elle avait juste tapé le mauvais numéro ou qu'elle s'était trompée, qu'elle voulait envoyer une photo des cours. Ce serait dommage, mais au moins ça expliquerait tout. Donc j'ai décidé de ne pas y faire attention. Mais là, j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre chez Austin, mon meilleur pote. Avant, il râlait toujours sur Madame Ambrose, en lui donnant des surnoms peu glorieux, disons. Surtout quand elle nous donnait de mauvaises notes. Mais là, d'un coup, il disait qu'elle était géniale. Il a même commencé à vraiment la kiffer. Et juste après que j'ai eu cette photo d'elle aussi. Impossible que ce soit une coïncidence. Donc, je l'ai pris à part après les cours et je lui ai dit de tout m'avouer. Donc, il m'a tout dit. Il a dit qu'elle lui avait envoyé une photo d'elle au bord de la piscine et qu'elle lui avait envoyé parce qu'elle l'aimait bien. C'était inattendu. Visiblement, Madame Ambrose l'a envoyé aussi à mon pote. J'ai dit à Austin qu'il était trop con et je lui ai montré la photo de Madame Ambrose sur mon téléphone. Il ne s'attendait pas à voir ça. Il était vraiment surpris, oui. Enfin, je dis ça, mais moi aussi j'étais surpris, pour être honnête. C'était plutôt un accident là. Tu ne vas pas me dire qu'elle avait envoyé la même photo à deux personnes différentes par erreur quand même. C'était sûr qu'elle avait fait exprès. Mais c'était quoi son but ? On comprenait pas trop. C'est pourquoi on a décidé de la suivre et de comprendre. On l'a observée toute la journée, même pendant les pauses et les autres cours. On a remarqué qu'elle avait sorti plusieurs fois son téléphone pour envoyer un message à quelqu'un. Mais à qui ? Vu qu'à l'école, on ne pourrait pas le découvrir, on a décidé de la suivre après les cours aussi. Donc, une fois la journée finie, elle est sortie de l'école et a commencé à marcher dans la rue. On l'a suivie, sans se faire remarquer. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais il fallait qu'on comprenne pourquoi elle nous avait envoyé ces photos d'elle. À un moment, elle s'est assise sur un banc dans un parc. On l'a regardée depuis les buissons. Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé. Notre prof lui a fait un gros câlin avant de l'embrasser. Ça devait être à lui qu'elle envoyait les messages à l'école. Ils se sont pris la main, puis sont partis marcher. Avec Austin, on avait donc compris que c'était le mec de Madame Ambrose. On était tellement énervés. Genre, elle sortait avec ce mec-là, et en plus de ça, elle nous envoyait des photos comme ça, là. Mais elle est horrible. Donc avec Austin, on a décidé de lui faire payer pour ce qu'elle avait fait. Quand je suis rentré chez moi, j'ai montré le message de Madame Ambrose à ma mère. Elle était horrifiée, et a tout de suite dit qu'une prof comme elle ne devait pas être autorisée à travailler avec des enfants. Le lendemain, elle est partie voir le directeur de notre école. La mère d'Austin était déjà là, parce qu'il avait montré la photo à sa mère aussi.
Évidemment, après que le directeur avait compris ce qui s'était passé, il a vite renvoyé Madame Ambrose. On était tout contents avec Austin d'avoir donné une leçon à Madame Ambrose. Elle a essayé d'expliquer au directeur que c'était pas sa faute, que c'était pas elle qui avait fait ça. Mais bon, la photo sur nos portables disait tout le contraire, donc il n'y avait rien à faire. Quelques jours plus tard, Monsieur Harrison est revenu pour nous donner cours. Il a remplacé Madame Ambrose et est redevenu notre prof. Le directeur l'avait réembauché. Et avec lui, on avait récupéré nos bonnes notes. Puis, on n'avait plus de devoirs ou autre à faire. Toute la classe était ravie que tout soit revenu à la normale. Bien sûr, Stella était encore plus heureuse que le reste, parce qu'elle avait récupéré ses 20 sur 20. Avec le temps, on avait tous oublié le passage de Madame Ambrose et du scandale qui l'entourait. Une année entière s'est écoulée. On finissait notre école et on préparait la vie d'après. Il y en a qui partaient à la fac, d'autres dans des écoles supérieures. Moi aussi, j'avais bien réfléchi à ce que j'allais faire de ma vie. J'avais bien grandi au cours de cette année et j'étais devenu bien plus mature. Je voulais devenir un expert. Mais je savais que je n'étais pas assez intelligent pour entrer à l'université. Et oui, j'avais peut-être de bonnes notes, mais au final, je ne savais rien. C'est là que j'ai compris à quel point j'avais été con de ne pas écouter Madame Ambrose et de perdre autant de temps à ne rien faire. À la fin de cette année scolaire, on avait notre bal de fin d'année traditionnel. On se retrouvait tous une dernière fois. Après tout, on partait tous dans tous les coins du pays après. Et on ne se retrouverait certainement plus jamais tous comme ça. Donc on a bien profité de cette dernière soirée tous ensemble. Et en fin de soirée, on a commencé à parler des moments les plus mémorables. C'est là qu'Austin s'est souvenu de Madame Ambrose. Il a dit qu'elle avait presque ruiné son dossier scolaire. C'est là que Stella a rigolé et lui a dit « On aurait tous continué à avoir de mauvaises notes si je n'étais pas là !» On n'a pas trop compris pourquoi elle disait ça. C'est là que Stella nous a révélé le secret qu'elle avait gardé pendant toute l'année. Quand Madame Ambrose a commencé à lui donner de mauvaises notes, elle avait décidé de se débarrasser d'elle à tout prix. Mais comment ? C'est là qu'elle a eu une idée brillante. Un jour, quand la prof n'était pas là, Stella avait pris le téléphone de Madame Ambrose et y avait trouvé pas mal de photos privées. C'était elle qui avait envoyé cette photo à Austin et à moi. Elle était sûre qu'on montrerait les photos à nos parents et que Madame Ambrose serait virée. Et c'était exactement ce qui s'est passé. On a tous écouté Stella, bouche bée. Avec Austin, on comprenait enfin ce qui s'était passé. Stella avait piégé notre prof pour récupérer ses bonnes notes. Madame Ambrose s'était fait virer pour rien. Et c'était à cause de moi. Ça se trouve, j'avais carrément ruiné toute la vie de Madame Ambrose. Alors que tout ce qu'elle voulait, c'était juste qu'on devienne plus intelligent et éduqué. C'est là que j'ai compris ce qu'elle nous avait dit au tout début. Les notes, ça ne veut rien dire si vous ne comprenez rien derrière. Mais c'était trop tard. Voilà mon histoire. Voilà pourquoi j'ai aussi honte de moi. Et je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais j'aimerais quand même essayer. Partage mon histoire. Peut-être que Madame Ambrose le verra et me pardonnera. Tu penses que c'est possible ? Tiens, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Après tout, je suis sûr que toi aussi, t'as déjà fait quelque chose dans ta vie dont t'as vraiment honte. Salut à tous, je m'appelle Félicia et j'ai 18 ans. Je veux te raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Au début, c'était tout innocent et même drôle, mais a au final changé la vie de 6 personnes, d'un coup. Tu veux savoir ce qui s'est passé ? Dac, abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. Ça faisait déjà 1 an que j'étais dans une fac prestigieuse. Je m'étais fait plein de potes. Et je suis devenue particulièrement proche de 5 d'entre eux. Ma meilleure pote Courtney, Rory, le gars le plus cool de l'université, Martin, un gars vraiment intelligent qui était dans mon groupe de cours d'ailleurs, Brie, ma coloc, et mon copain Derek, que j'avais rencontré littéralement le premier jour de la fac. On faisait plein de soirées et on passait beaucoup de temps ensemble en général. Moi, je venais d'une autre ville et à la fin de l'année scolaire, je suis rentrée chez mes parents pour les vacances. Je ne voulais vraiment pas quitter mes potes, mais je ne pouvais rien y faire. Mes parents m'avaient manqué et voulaient passer du temps avec moi en faisant une croisière en mer sur notre yacht. J'ai passé toute la croisière à envoyer des SMS à Derek et de lui dire comment j'avais envie qu'on se retrouve. Puis les vacances se sont enfin terminées et j'ai pu retourner à ma fac. J'avais tellement hâte de revoir mes potes. Mais surtout, je voulais embrasser mon Derek. Après tout, on venait de passer un sacré cap. Ça faisait 1 an qu'on sortait ensemble. Je savais que Derek m'avait préparé une surprise. Je voulais tellement savoir ce que c'était. Donc un soir, j'ai organisé une grosse soirée et j'ai invité mes potes. On a acheté plein de bouffe et de quoi faire des cocktails et on s'est raconté comment on avait passé l'été. Après avoir mangé toute la pizza, j'ai suggéré qu'on joue à Action ou Vérité. Je voulais que Derek choisisse Vérité et me parle de la surprise qu'il m'avait préparée. Mes potes ont tout de suite dit oui. C'est Courtney qui a commencé. Elle a choisi Action. Et on lui a dit de m'insulter, sa meilleure amie, pendant 1 minute entière. Oh là là, tout ce que j'ai pas entendu sur moi. Courtney faisait de son mieux et tout le monde rigolait. Quand elle avait fini, elle m'a tout de suite dit « Félicia, tu sais
que je voulais pas dire tout ça. C'est juste pour le jeu. Je lui ai dit de pas s'inquiéter, parce que je savais que ma meilleure pote n'aurait pas dû dire tout ça sérieusement. Après, c'était mon tour, et j'ai choisi action. Tu dois embrasser Martin, dit Courtney toute contente. Oh non, c'était un pote. Mais bon, c'est moi qui avais eu envie de jouer à ce jeu. Donc je me suis rapprochée de Martin et je l'ai embrassé. À un moment, j'ai eu l'impression que ça ne le dérangeait vraiment pas. Mais je me suis dit que je me faisais des films. Allez Martin, c'est à toi. Action ou vérité ? Lui ai-je demandé. Il n'avait pas l'air très à l'aise, mais il a choisi action aussi. Dac, enlève donc tes vêtements et fais un tour autour du campus en maillot de bain. Ai-je dit en rigolant. Martin a commencé à dire qu'il n'avait pas très envie et m'a demandé de trouver un autre défi. Mais on ne lui a pas donné sa chance. Tout le monde a crié à Martin de le faire. Donc il n'a vraiment pas eu le choix et a commencé à se déshabiller. Tellement drôle. On a tous regardé Martin courir autour du campus et faire peur à d'autres étudiants. J'en rigolais tellement fort que des larmes coulaient sur mon visage. Après, c'était à Brie. Elle était encore pire que Martin et avait l'air d'avoir la gigatrouille. Mais elle a quand même choisi action. Elle a dû se rendre au bâtiment administratif, frapper à la porte du bureau du directeur et s'enfuir. C'était dangereux mais drôle en vrai. Brie s'est donc faufilée dans le bâtiment et a fait ce qu'elle avait à faire. On l'a regardée du coin de la rue et on avait du mal à ne pas éclater de rire. Plus on jouait, plus on donnait des défis dangereux. Quand c'était à Rory et qu'il avait choisi action aussi, on lui a dit de faire du striptease. Tout le monde avait l'air content, sauf lui évidemment. Oh là 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 là, il savait tellement pas danser. D'abord, il a failli tomber sur Courtney, puis il s'est emmêlé dans sa chemise et a renversé un vase. Finalement, il est resté coincé dans son propre jean et s'est effondré par terre. On était tellement morts de rire, on n'en pouvait plus. Quand c'était enfin le tour de mon mec, il n'a pas hésité quand il a choisi action. Mais il nous a demandé de ne pas demander un truc trop dur. Rory a réfléchi un peu, puis a répondu « Dac, toi, tu vas embrasser Courtney. » Je me sentais un peu mal à l'aise. Derek allait vraiment embrasser ma pote devant moi ? Mais Derek n'a pas hésité une seule seconde. Et s'est tout de suite rapproché d'elle. Ils se sont embrassés et je me sentais prête à faire une scène. Mais je me suis souvenu que c'était un peu le jeu, et que c'était moi aussi qui avais proposé d'y jouer. On a continué à jouer. Puis après quelque temps, c'était de nouveau à Derek. Il a dit qu'il avait la flemme de faire un défi, et a donc choisi vérité. C'était ma chance, j'ai tout de suite demandé. Derek, c'est quoi la surprise que tu m'as préparée pour notre anniversaire ? J'ai vu son regard surpris, puis il a vite réfléchi avant de me répondre joyeusement. Ah, t'aimerais bien savoir, hein ? Bon, c'était censé être une surprise. Puis il a sorti une petite boîte de sa poche et me l'a donnée. Non, c'est vraiment pas ce que je pense. Je l'ai ouvert et j'ai vu une belle bague à l'intérieur. Félicitations, mon amour. Merci d'être avec moi depuis 1 an, me dit Derek tout doucement. J'étais au 7e ciel. J'ai tout de suite mis la bague et j'ai serré Derek dans mes bras. Tout le monde a applaudi, sauf Martin. Il a rigolé et a demandé « Derek, t'avais pas dit que c'était pour une autre fille ?» Tout le monde l'a regardé surpris. Qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Et puis Martin a dit quelque chose d'intéressant. Une semaine environ, il marchait tranquillement en ville quand il avait vu Derek dans un magasin. Martin s'était demandé ce que Derek faisait là-bas. Donc il est rentré et a tapoté Derek sur l'épaule. Juste avant, il avait vu Derek mettre une boîte dans sa poche. Il avait l'air d'avoir peur. Martin avait demandé si c'était pour moi. Mais Derek avait dit que la bague était pour une autre fille et avait demandé à Martin de ne le dire à personne. Après avoir entendu cette histoire, Derek a rigolé joyeusement et a dit que c'était juste une mauvaise blague, que Martin était jaloux. Mais c'était trop tard. Il avait semé le doute dans ma tête. J'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose. « Bon, allez Martin, c'est à toi. Action ou vérité ?» lui a demandé Derek. Martin a choisi vérité et Derek lui a demandé « Qu'est-ce que tu penses vraiment de Félicia ?» J'ai vu Martin rougir et regarder ses pieds. Après avoir réfléchi un moment, il m'a regardé et a dit « Je suis amoureux d'elle et ça fait longtemps. » J'étais choquée. Je suis devenue toute rouge aussi. Mais Derek a juste rigolé et a dit « Ah, je le savais. J'avais bien vu que t'aimais bien ma copine, petit vénard. » Puis il a raconté une autre histoire. Un jour, il y avait une compétition de sport à notre fac. À la fin, j'étais partie me changer et Derek m'attendait. J'étais partie depuis longtemps, donc il disait de me dépêcher. Imagine sa surprise quand il a vu que Martin me regardait dans les vestiaires. On a tous retenu notre souffle et regardé le pauvre Martin. Là, il s'est mis en colère d'un coup et a dit « Je l'aime vraiment. Et je déteste la façon dont tu la traites. » Mais pourquoi il disait ça, Martin ? Il s'est tourné vers Brie et lui a demandé « Brie, action ou vérité ?» Ma coloc avait l'air au bout de sa vie, mais a choisi action. Martin sourit et dit « Dac, ok. Raconte-nous ce que tu m'as dit sur Courtney. » J'ai jeté un coup d'œil rapide à ma meilleure amie. Elle m'a regardé moi, puis Derek, la peur dans ses yeux. J'étais au bout de ma vie. Je n'avais plus aucune envie de jouer. Et ce qui se passait me faisait de plus en plus peur.
Brie a commencé à engueuler Martin, qu'elle lui avait confié un secret, et maintenant il voulait qu'elle le dise à tout le monde. Mais Martin a dit en colère que si Brie ne le disait pas, il le ferait. Alors Brie a tout dit. Elle a raconté qu'une fois, elle révisait à la bibliothèque et qu'elle avait vu une silhouette familière depuis la fenêtre. C'était Courtney qui embrassait quelqu'un. Brie n'arrivait pas à voir qui c'était, jusqu'à ce que le mec se retourne. C'était Derek. Non, impossible, tout le monde me regardait, l'air triste. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il m'arrivait là. On aurait dit une mauvaise blague. J'ai regardé Derek. Il m'a souri, mais il ne paraissait pas très sûr de lui. Avant de me dire que tout ça c'était faux, que tout ça n'était jamais arrivé. Mais Courtney ne pouvait plus le supporter et s'est complètement effondré. Tu mens comme tu respires, Derek. Tu m'avais dit que tu lui en parlerais. Ça fait tellement longtemps. J'ai vu mon monde se renverser. J'étais là, sans bouger. J'arrivais à peine à comprendre ce qui m'arrivait. Je ne voulais pas y croire. Mais Courtney disait la vérité. Ça faisait 6 mois qu'elle et Derek se retrouvaient derrière mon dos. Il lui avait promis de me larguer le jour de notre anniversaire et de lui donner une bague comme un signe d'amour. Ah ouais, cette bague. Mais Derek a pris peur et me l'a donnée visiblement. Ne l'écoute pas, Félicia, a crié Derek, anxieux. Mais Courtney n'a pas arrêté de parler. Elle m'a dit que si je ne la croyais pas, je pouvais demander à Rory. Il savait tout. Elle s'est donc tournée vers lui et dit « Alors Rory, action ou vérité ?» Rory a dit que ce n'était plus drôle et qu'il fallait qu'on arrête ce jeu. Derek a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussé. J'avais les larmes qui coulaient sur mon visage. C'est là que je suis comme sortie d'un coma et que j'ai vraiment compris tout ce qui venait de m'arriver. J'ai supplié Rory de me dire la vérité. « Oui, raconte-nous, c'est quoi le conseil que t'as donné à Derek à propos de Félicia ?» a dit Courtney en colère. Rory a réalisé qu'on ne le laisserait pas tranquille. Il y a 1 an, quand on commençait à peine la fac, lui et Derek cherchaient une copine parmi les étudiantes de la première année. Puis c'est là que Rory a compris que je venais d'une famille très riche. Il avait donc suggéré à Derek de sortir avec moi pour mon fric. Et Derek l'a donc écouté. J'ai tout écouté et j'ai senti que j'allais tout simplement exploser. Je ne m'attendais pas, tellement pas de ça de la personne avec qui j'imaginais déjà notre future vie. Je me suis donc tournée vers Derek et je lui ai dit « Tiens, c'est ton tour, Derek. Action ou vérité ?» Il a baissé les yeux et avant de dire action, j'ai enlevé la bague de mon doigt avant de la lui jeter. « Casse-toi et fais en sorte que je ne te revoie jamais !» Après cette soirée, notre groupe de potes n'en était plus un, évidemment. J'avais voulu découvrir un secret que je pensais chouette. Mais au lieu de ça, ce jeu m'a montré que mes potes étaient tous des menteurs. Tu penses que je pourrais faire confiance au mec un jour ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Salut tout le monde, je m'appelle Sharon. Dis-moi, c'est déjà arrivé qu'une personne te prenne quelque chose qui te tient vraiment à cœur ? Si oui, je comprends parfaitement comment tu te sens. Il m'est arrivé la même chose, et c'était un vrai cauchemar. Tu veux connaître mon histoire ? Abonne-toi à la chaîne et laisse-moi te raconter mon histoire. L'année dernière, mes parents et moi avons déménagé de notre village pour aller habiter dans une grande ville. Honnêtement, j'étais persuadée que ma vie allait se transformer en conte de fées. Mais la seule chose que j'avais en commun avec une princesse Disney, c'était mes cheveux longs, un peu comme Réponse. Et mes nouveaux camarades de classe ont décidé que c'était une bonne raison pour me harceler. Presque toutes les filles de ma classe avaient des coupes de cheveux à la mode, alors que moi je passais vraiment pour la campagnarde ici. Tu penses que j'ai juste abandonné et que je me suis coupé les cheveux ? Bien sûr que non. Toutes les femmes de ma famille avaient de longs cheveux pour faire de longues tresses, et j'étais fière de notre tradition. Puis bon, j'avoue que pas toute ma classe me harcelait. Heureusement, il y avait Stéphanie, qui était là pour moi depuis le dernier jour, et elle est très vite devenue ma meilleure amie. C'était juste nous deux contre tout le monde. On aimait bien ragoter sur les autres, comme sur par exemple Brandon, une brute un peu débile d'une autre classe. Toutes les filles étaient folles de lui, et je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Il était tellement arrogant et con. Et ça, c'est même sans parler du fait qu'il me harcelait tout le temps devant ses potes. Leur blague préférée était que je me faisais pousser les cheveux pour les vendre. Oh, comme c'est drôle. Haha. Mais je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Un matin, j'étais en route pour aller en cours. J'écoutais ma musique préférée. Et là, tout à coup, quelqu'un est venu vers moi par le côté et m'a amené au coin de la rue. C'est peut-être difficile à croire, mais quand j'ai regardé le visage de cette personne, j'ai vu que c'était Brandon. Il m'a dit « Écoute, Réponse, j'ai une offre intéressante pour toi. » J'ai essayé de m'éloigner et au début, je n'ai même pas voulu écouter ce qu'il avait à me dire. Mais il m'a retenue et j'ai finalement décidé de quand même l'écouter. Apparemment, Brandon ne s'entendait pas du tout avec son prof de sciences. Enfin, il n'était pas très studieux de base, vu qu'il préférait jouer de la basse et de patiner plutôt que d'aller en cours. Alors que moi, j'étais trop forte en sciences, vu que je me préparais pour une fac très technique. En gros, il m'a demandé de faire ses devoirs à sa place et en retour, il me donnerait de l'argent. Ma première pensée était de refuser, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais ça un peu humiliant.
Mais d'un autre côté, ça faisait 6 mois que mon père essayait de trouver un travail, et ma mère ne se débrouillait pas bien mieux. Je pourrais vraiment utiliser cet argent, d'autant plus que j'en aurais très bientôt besoin pour mes études. Quoi qu'il en soit, j'ai accepté. On a fait quelques semaines comme ça. Le petit Brandon flemmard m'envoyait ses devoirs et évaluations tous les soirs. Et moi, je faisais tout à sa place. Mais au lycée, il faisait genre qu'il ne me connaissait pas du tout. Puis Stéphanie, elle me prévenait tout le temps de faire attention, de ne pas faire quoi que ce soit avec lui. Elle me disait tout le temps, « Sharon, tu le regretteras vraiment si tu deviens pote avec lui. » Mais j'ai tenu bon. Après tout, l'argent ne poussait pas sur les arbres. La seule chose qui a gâché ma joie du nouveau travail, ce sont des petits incidents bizarres qui ont commencé à se passer au lycée. Des fois, j'avais un cahier qui disparaissait de mon sac. Et une autre fois, quelqu'un a remplacé l'encre de mon stylo par de la peinture. Ou encore une autre fois, ma chaise était entièrement recouverte de gomme. À un moment donné, j'étais devenue complètement parano. C'était un prof qui m'aimait pas qui faisait ça? Ou la pom-pom girl Miranda qui se moquait de moi à cause de mes cheveux longs? Donc j'en ai parlé à Stéphanie, mais elle m'a répondu que c'était juste une coïncidence. J'y ai donc réfléchi et je me suis dit que je m'inquiétais pour rien. Donc Brandon et moi, on a continué à travailler ensemble en secret. On ne se parlait que par message et encore, on peut pas vraiment appeler ça parler. On s'envoyait juste quelques mots secs comme bonjour et merci. Mais un jour, quelque chose a changé. Comme d'habitude, je lui ai envoyé la photo de mon carnet où je faisais mes devoirs quand il m'a répondu. « Waouh, toi aussi t'écoutes ce groupe ?» Au début, je ne comprenais même pas de quoi Brandon parlait. Il me faisait encore une blague. Puis j'ai compris qu'on voyait une partie d'une affiche accrochée à mon mur sur la photo. C'était l'affiche d'un groupe que je kiffais depuis des années. C'est drôle en vrai, parce que personne d'autre était au courant que je kiffais ce groupe. Sauf Brandon, qui visiblement kiffait bien ce groupe aussi. C'est même en écoutant ce groupe qu'il a commencé à jouer de la basse. Quelle coïncidence! Peut-être qu'il n'était pas si con que ça après tout. On a commencé à parler. Et à partir de là, on s'envoyait des messages pendant des heures tous les soirs. Je dois avouer que... je pense que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Sauf qu'au lycée, Brandon faisait toujours semblant de ne pas me connaître du tout. Et ça me rendait un peu triste. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il faisait ça. Comment une personne peut être aussi différente? Quand on se parlait, il était tout gentil, tout doux. Alors qu'au lycée, c'était un mec grossier et con. Non seulement Brandon se moquait de plus en plus de moi et de mes cheveux, mais Stéphanie passait aussi de moins en moins de temps avec moi. Elle me disait que j'étais stupide. Et que j'aurais dû remettre Brandon à sa place il y a bien longtemps. Puis je commençais à avoir de mauvaises notes en cours, parce que je pensais tout le temps à Brandon. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il m'arrivait plein de trucs bizarres encore. Par exemple, un jour j'ai ouvert le casier et j'ai trouvé un rat à l'intérieur. Toute la journée, j'ai réfléchi à qui aurait pu me faire ça et surtout pourquoi. Je n'avais rien fait de mal. J'étais vraiment désespérée. Donc j'ai décidé de demander de l'aide à mes parents. J'étais en larmes quand je leur ai raconté ce qui m'arrivait ces derniers mois. À propos de mon accord avec Brandon, de Stéphanie qui m'en voulait, et de tous les trucs qui m'arrivaient au lycée. Mais ils m'ont juste répondu « On espère juste que ça n'a pas affecté tes notes tout ça. » T'imagines? J'étais complètement désespérée, assise à la table de cuisine, pendant que mes parents n'arrêtaient pas de me dire à quel point c'était important de bien étudier pour rentrer dans une bonne fac. Ils s'en foutaient complètement de mes sentiments. Le pire, c'est qu'après, ils m'ont interdit d'envoyer des messages à Brandon. Super. Bon, de toute façon, je voulais rompre notre accord. Ce soir-là, je suis montée dans ma chambre de mauvaise humeur. Et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un SMS à mon crush quand... j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message avec un plein d'émojis tristes. Je suis désolée, donne-moi une chance de tout rattraper. Il est culotté, lui, me disais-je. Il devait juste avoir peur que je ne fasse plus ses devoirs à sa place. J'ai répondu en colère, pas question. À partir de maintenant, je ne veux plus rien faire avec toi. Mais sa réponse m'a vraiment surpris. Et si je te disais que j'avais 2 billets VIP pour notre groupe préféré? What? Waouh! J'ai commencé à sauter de joie. Mais ensuite, je me suis souvenu que mes parents ne me laisseraient certainement pas partir. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai décidé de leur mentir. Et de dire que j'allais à un concert avec Stéphanie. Nickel. Ils ne se douteraient probablement de rien. J'ai donc répondu à Brandon et lui ai dit que j'irais avec lui. Puis j'ai demandé à Stéphanie de venir chez moi le jour du concert. Enfin, le soir que j'attendais est arrivé. Dès que j'ai entendu la sonnette, j'ai couru en bas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Stéphanie. Elle a à peine eu le temps de saluer ses parents, que je l'ai repoussée dans la rue. Je ne voulais pas que mes parents commencent à parler du concert. Après avoir quitté la maison, j'ai commencé à tout expliquer à Stéphanie. Je n'arrivais toujours pas à croire que mon crush m'avait invité à un date aussi stylé. Sauf que dès que j'ai mentionné Brandon, le sourire a tout de suite disparu du visage de Stéphanie. Elle était folle de colère. En fait, tu ne fais que m'utiliser, quoi, m'a-t-elle crié dessus, les larmes aux yeux. Sauf que même avant que je puisse essayer d'expliquer,
Stéphanie s'est enfuie. Dire que j'étais confuse serait un euphémisme. Mais je n'avais pas de temps à perdre, parce que Brandon m'attendait déjà. J'ai décidé que j'expliquerais tout à Stéphanie plus tard, et j'ai couru vers le lieu du rendez-vous. Tu te demandes probablement comment ça s'est passé d'ailleurs. Eh bien, Brandon était la même personne que par message, doux, gentil et joyeux. On a passé toute la soirée à danser sur nos musiques favorites et à rigoler. Je n'y croyais pas. Je vivais un rêve éveillé. Mais le plus important, c'est que quand on est rentré à la maison, il m'a arrêté en plein milieu de la route et m'a embrassée. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai tout de suite oublié tous mes problèmes, mes études, mes parents, mes amis. Le lendemain, je suis arrivée au lycée de bonne humeur. Mais du coup, je n'arrivais pas trop à me concentrer sur ce que j'avais à faire. Le prof était en retard pour les cours, donc j'étais juste assise. Et je pensais à ce qui s'était passé le soir d'avant. Et là, j'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Ah, c'était mes cheveux! J'ai baissé les yeux avec horreur et j'ai vu mes longues boucles tomber sur le sol. Non, 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 pas ça! Stéphanie était assise derrière moi. Son visage était rouge de colère et elle avait une paire de ciseaux entre les mains. J'étais choquée et complètement dévastée. Quand j'ai finalement compris qu'il m'avait fait toutes ces choses désagréables pendant tout ce temps, et pourquoi Stéphanie était toujours en colère quand je lui parlais de Brandon. Elle était amoureuse de lui aussi. Et la veille, elle n'était pas rentrée chez elle en pleurant, non. Mais elle a passé toute la soirée à nous espionner. Je suis sortie de la salle de classe en courant, terrifiée, et j'ai demandé à Brandon de me retrouver dans la cour du lycée. Il a accepté de sortir, à ma grande surprise, à condition que personne ne nous voie. Mais dès qu'il m'a vue, son visage a changé. Il m'a parlé hyper froidement et s'est enfui 1 minute plus tard. Et moi, je suis restée seule. Donc me voilà, assise dans un coin de la cour. Je n'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Brandon ignore mes messages. Stéphanie a littéralement ruiné ma vie. Et mes parents ne me pardonneraient pas quand ils verront ce qui s'est passé avec mes cheveux. Pourquoi est-ce que les gens sont toujours aussi cons? Pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à personne? Dis-moi dans les commentaires en dessous si t'es d'accord aussi. Ou peut-être que je me trompe. J'ai envie d'y croire. De croire qu'on peut avoir une amitié sincère avec certaines personnes. Ne t'inquiète pas, Archie. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Arrête, Archie, assis! On dirait bien que je suis dans la mouise, mais peut-être que je devrais tout expliquer depuis le début. Je m'appelle Sarah, et jusqu'à mes 15 ans, je n'étais jamais allée à l'école. C'est peut-être difficile à croire, je sais, mais j'ai une famille assez unique. Mes parents étaient zoologistes et ils étudiaient les animaux sauvages en Antarctique. En gros, j'avais toujours été entourée par la neige. Les lemmings et les phoques étaient devenus mes amis, et c'était mes parents qui faisaient mon enseignement dans leur temps libre. Ça peut peut-être sembler bizarre pour certaines personnes, mais je m'y étais habituée. En même temps, je n'ai jamais connu autre chose. Donc, je n'aurais même pas pu imaginer à quel point ma vie allait changer en quelques mois à peine. En gros, mes parents ont eu une proposition de travail où ils seraient mieux payés. Et du coup, on allait déménager dans une grande ville. Oh, je pourrais enfin aller dans une école normale, comme les autres enfants. J'étais terriblement excitée en vrai. J'étais donc là, assise dans l'avion, et je rêvais de me trouver des potes, un meilleur ami, peut-être même un copain. Mais disons que tout ne s'est pas passé comme je le voulais. J'ai su que ça n'irait pas bien dès que je suis arrivée dans ma nouvelle école. Les autres enfants me regardaient mal, certains me pointaient même du doigt. J'ai entendu tout le monde se moquer de moi. Ils m'ont traitée de rousse, ou ils me disaient que j'étais trop grande. Et le plus désagréable, c'est que quelqu'un avait découvert que je n'avais jamais vraiment été à l'école avant. Donc ils ont commencé à me traiter d'analphabète en plus de tout le reste. J'ai passé des journées entières à subir ça. Le midi, je mangeais seule. Dans la salle de cours, personne ne s'asseyait à côté de moi. Et c'était presque impossible de trouver un partenaire pour des projets scientifiques. Je rentrais à la maison en larmes tous les jours. Et je ne comprenais juste pas pourquoi tout le monde me détestait autant. Le plus bizarre, c'était que je n'étais pas le seul mouton noir à l'école. Il y avait un garçon aveugle dans l'autre classe du même niveau. Et il avait toujours sa canne avec lui quand il marchait dans les couloirs. Mais lui, tout le monde était gentil avec lui. Il traînait même avec les gars populaires. Alors pourquoi personne ne voulait de moi? Ça ne pouvait plus durer comme ça. J'allais devenir folle si ça continuait comme ça. Donc, pour éviter de tout le temps penser à ce qui se passait à l'école, je me suis inscrite comme bénévole dans un refuge local pour chiens. Les animaux en attente de nouveaux propriétaires avaient besoin d'amour et de soins après tout. Du coup, tous les soirs après les cours, je me dépêchais d'aller voir mes chiens préférés. Je nettoyais leur cage, je remplissais leur bol de nourriture, je les sortais, soignais, lavais, tout ça. Leur amour m'aidait vraiment à me calmer. De plus, je pouvais leur parler et ça me manquait vraiment ces derniers temps. Je les traitais tous de la même manière, sauf que tout a littéralement changé en un jour. 2 Dobermans incroyablement beaux ont été amenés au refuge. Sauf que c'étaient les chiens les plus méchants que j'ai jamais vus, Argo et Archie, comme on les appelait.
Ils grognaient, ils aboyaient et ils attaquaient toute personne qui s'approchait de leur cage. Même les autres employés du refuge avaient peur de s'approcher d'eux. C'est pourquoi j'ai décidé de me lier d'amitié avec eux à tout prix. C'est pourquoi j'ai commencé à passer plus de temps avec eux. À ce moment-là, ça n'allait vraiment plus à l'école. Donc, je restais au refuge jusqu'à tard dans la nuit, assis à côté de la cage d'Argo et d'Archie. Je leur parlais et je leur lisais même des livres à voix haute. Au fil des semaines, les chiens se sont progressivement habitués à moi. Au début, ils ont arrêté de grogner quand je m'approchais. Puis, ils ont commencé à remuer la queue quand ils me voyaient. Je suis rapidement devenue la seule personne autorisée à entrer dans la cage d'Argo et d'Archie. Ils essayaient d'attaquer tout le monde, mais ils étaient heureux d'aller marcher et de jouer avec moi. Je me sentais plus si seule. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir 2 meilleurs amis fidèles. C'est pourquoi quand un jour je suis arrivée au refuge et que j'ai trouvé leur cage vide, je me suis sentie misérable. Je me suis précipitée pour chercher les chiens partout dans le bâtiment. J'ai demandé aux autres employés du refuge, mais ils sont tous restés mystérieusement silencieux. Je ne savais pas quoi penser. Ils avaient enfin trouvé de nouveaux propriétaires. Je n'étais pas d'humeur à m'occuper d'autres animaux, donc j'ai décidé de rentrer directement à la maison. J'étais déjà arrivée à l'arrêt de bus quand, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire demi-tour et de regarder le bâtiment du refuge. Et tu ne croiras jamais ce que j'ai vu à ce moment-là. Archie me regardait depuis la fenêtre d'un des cabinets médicaux. Il y avait tellement de tristesse dans ses yeux que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je suis retournée au refuge aussi vite que je pouvais. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Une seule pensée me traversait la tête. Il fallait que je revienne à temps. Et je suis vraiment arrivée pile à temps. Un vétérinaire se penchait déjà sur l'un des chiens avec une seringue. Les propriétaires du refuge avaient décidé d'euthanasier les Doberman, vu qu'ils se disaient que personne ne voudrait jamais adopter des chiens aussi vicieux. Ils avaient décidé de ne rien me dire pour ne pas me rendre plus triste. Je n'avais jamais discuté de la possibilité d'avoir un chien avec mes parents, mais à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais juste pas laisser mourir mes chiens préférés, donc j'ai décidé de les ramener à la maison. Mes parents étaient au travail, donc j'ai ramené Argo et Archie dans ma chambre. J'avais peur qu'ils ne me laisseraient pas garder les chiens, donc j'ai décidé de les cacher pendant un moment. Pour être honnête, c'était plus dur que je le pensais. Quand les chiens aboyaient, je mentais et disais que c'était une notification sur mon téléphone. J'apportais des restes dans ma chambre pour nourrir les Doberman, donc mes parents me regardaient bizarrement. Je devais promener Argo et Archie la nuit, donc autant dire que le matin, je n'avais pas bonne mine quoi. Mais tu sais, ça valait vraiment le coup. Je pensais que ma vie commençait enfin à s'améliorer. Mais visiblement, j'avais crié victoire trop tôt. Un jour, je suis rentrée plus tôt que d'habitude des cours. Je suis entrée dans ma chambre et je n'ai pas trouvé Argo et Archie. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'étais inquiète. J'étais sûre que mes parents avaient trouvé les chiens et les avaient ramenés au refuge. Non! J'attendais complètement stressée à la maison quand d'un coup, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai vu mes parents entrer. Ils avaient Argo et Archie en laisse et les chiens avaient l'air absolument calmes. Apparemment, ils étaient au courant depuis le début. Ils attendaient juste que je leur dise tout et entre-temps, ils se sont liés d'amitié avec les chiens et ont même réussi à s'y attacher. L'expérience du travail avec les animaux sauvages les avait bien aidés. Là, j'ai finalement eu l'impression que les choses s'amélioraient vraiment. Bon, aller en cours, c'était toujours aussi horrible. Mais au moins, Archie et Argo m'attendaient quand je rentrais à la maison et on ne s'ennuyait jamais. J'en étais au point où les chiens me manquaient horriblement quand j'étais en cours. Donc, un jour, j'ai tout simplement décidé de les emmener avec moi. Oh, si j'avais su. Je les tenais bien en laisse, mais c'était incroyablement difficile de les gérer à l'école. À chaque fois que quelqu'un de ma classe essayait de m'insulter ou quoi, les Doberman se jetaient dans sa direction. Ils aboyaient et grognaient, et ils devaient avoir l'air tellement dangereux qu'après le premier cours, tout le monde a commencé à m'éviter. Et tu sais quoi? J'ai vraiment adoré ça. Dès que je me déplaçais dans les couloirs, les gens se collaient contre les murs pour me laisser passer. Plus personne ne osait me harceler. Et c'était donc la journée la plus calme que j'ai jamais passée à l'école. Donc le lendemain, j'ai encore pris les chiens avec moi. Et les jours d'après aussi. Enfin bref, ils sont devenus mes compagnons constants. Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité avant. Je marchais dans les couloirs la tête haute parce que tout le monde à l'école avait peur de moi. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Ok, j'avais l'habitude de me sentir seule vu que je me faisais harceler de base. Et maintenant, j'étais seule parce qu'ils avaient peur de moi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je n'en pouvais plus. J'avais tellement besoin d'amis que même Archie et Argo ne pouvaient plus me remonter le moral. Tout en essayant de retenir mes larmes, j'ai pris mon téléphone pour envoyer un SMS à ma mère. Je voulais lui demander de me transférer dans une autre école. Peut-être que je pourrais me faire des amis là-bas. J'étais concentrée sur mon message quand j'ai senti quelque chose tirer très fort. J'ai failli tomber, mais ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Archie s'est libéré de sa laisse et a couru comme un fou vers le garçon aveugle qui descendait les escaliers. J'étais horrifiée.
Je savais qu'Archie allait l'attaquer à coup sûr quand, au lieu de le mordre, le chien s'est figé à mi-chemin des escaliers. Ensuite, j'ai tout vu se passer comme au ralenti. Le garçon aveugle a trébuché et a commencé à tomber, mais au dernier moment, il a réussi à se tenir sur le dos de mon chien, comme si Archie savait ce qu'il allait se passer. Il n'avait jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Au contraire, il voulait aider. Après avoir réussi à surmonter mon choc, j'ai couru vers les escaliers pour récupérer mon chien. Puis j'ai remarqué que le garçon n'était pas du tout en colère contre moi. Il m'a même carrément remercié et m'a invité à m'asseoir à sa table le midi. J'étais vraiment surprise, mais j'ai accepté bien sûr. Et très vite, j'ai compris que toute l'école avait été témoin de ce petit incident. C'est peut-être difficile à croire, mais tout le monde a soudainement voulu être ami avec moi après ça. Mes chiens et moi, on est soudainement devenus des héros locaux. Un peu plus tard, j'ai découvert que l'ancien propriétaire d'Argo et d'Archie était un homme aveugle et qu'eux étaient là pour l'aider. Malheureusement, il était décédé. Le truc, c'est que les chiens ne comprenaient pas ça. Et ils s'étaient mis en tête qu'ils avaient été trahis. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps énervés. C'est là que j'ai compris qu'une petite décision pouvait changer toute la vie d'une personne. J'avais décidé d'aimer les chiens que tout le monde avait abandonnés et j'avais aidé à les sauver. Et eux, en retour, m'ont sauvé aussi. Dis-moi dans les commentaires, comment tes bonnes actions ont changé ta vie? Je suivrai ton exemple et je me ferai peut-être encore plus d'amis. Je tenais le pop-it comme si ma vie en dépendait. Le silicone lisse glissait d'entre mes doigts. Mais je le tenais aussi fort que possible. Le garçon qui essayait de me tirer le jouet des mains avait l'air d'être sur le point de pleurer. Et je m'en fichais. Avec mes dernières forces, j'ai arraché le jouet de ses mains et j'ai couru aussi vite que possible vers la caisse. Je me suis même pas retournée quand j'ai entendu le garçon se mettre à pleurer derrière moi. Et j'ai juste pressé le jouet de rêve contre ma poitrine. Mon précieux. Salut, je m'appelle Cassie, j'ai 16 ans et j'ai hâte d'être enfin adulte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu être plus vieille que je ne l'étais vraiment. Franchement, je n'y voyais que des avantages. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc. En fait, je rêvais d'entrer dans la fac la plus prestigieuse du pays. Et pour faire ça, il fallait que j'ai des notes parfaites. Donc avant chaque contrôle, j'étais une vraie boule de nerfs. Je stressais au point où j'avais du mal à me concentrer. Des fois, j'étais même au bord de m'évanouir. Quand je sentais que ça m'arrivait, je fermais les yeux, je comptais jusqu'à 10 et je prenais des respirations profondes. Puis c'était horrible quoi, parce que je me disais toujours que mon stress me ferait faire des conneries au contrôle. Sauf que quand je disais ça, je stressais encore plus. La boucle infernale quoi. Il y en a qui trouvaient ça drôle, mais pas moi. Mon histoire commence vraiment un jour de contrôle justement. Je me tenais devant la salle de cours et j'attendais que le prof arrive, quand j'ai vu quelqu'un tenir un truc coloré dans les mains. Et je n'étais visiblement pas la seule intriguée. Donc le mec, Bradley, il était là, il pressait ses bulles, et il avait de plus en plus de gens qui venaient regarder ce qu'il faisait. Il lui posait des questions et tout le monde voulait essayer son truc. Puis moi, toujours extrêmement stressée, je me suis rapprochée pour avoir une meilleure vue du jouet. J'étais très curieuse, mais je ne voulais pas demander ce que c'était de peur de paraître stupide. Heureusement, quelqu'un d'autre lui a posé la question. Bradley a dit que c'était un pop-it, et que c'était une sorte de jouet conçu pour aider à lutter contre le stress. Il a dit qu'il avait éclaté des bulles pendant 10 minutes et qu'il ne stressait plus du tout pour le contrôle du coup. Je me suis dit, c'est des conneries, il a apporté un jouet pour gamin au lycée et il fait genre que ça l'aide. Je pensais que les autres auraient la même réaction que moi. Mais au contraire, tous les autres étaient en train d'admirer le pop-it. J'ai haussé les sourcils en regardant mes camarades de classe et je me suis éloignée d'eux. Je n'allais quand même pas m'abaisser à leur truc de gosse là. J'étais tout à fait capable de gérer mon stress toute seule, sans avoir besoin d'un jouet. Évidemment, j'ai eu la meilleure note au contrôle. Mais tu sais ce que je trouvais bizarre? Bradley avait presque une note aussi bonne que la mienne. Et ça alors qu'il n'a jamais été très bon. Quand je suis revenue au lycée le lendemain, Bradley n'était plus le seul à avoir un pop-it. Il y a quelqu'un d'autre qui a apporté un truc qui y ressemblait pas mal. Et encore une fois, il y avait une foule autour de cette personne. T'aurais dû voir leurs yeux quand ils se mettaient en file indienne pour demander le droit de jouer avec. Et une fois de plus, je les ai regardés de haut. Mais c'était tellement viral comme truc. Une semaine plus tard, tout le monde avait son propre pop-it. Pendant les pauses, ils faisaient des échanges. Ceux qui n'avaient pas d'argent pour l'acheter apportaient plein de bonbons pour pouvoir les échanger contre un pop-it. On aurait bien dit que tout le monde au lycée était obsédé par ce jouet stupide. Plus les gens autour de moi s'y intéressaient, plus ça me saoulait. Qu'ils fassent des gosses avec leurs jouets là, moi je m'en fiche. Je n'avais pas besoin d'un jouet anti-stress, je pouvais parfaitement gérer mes nerfs, même si c'était de plus en plus dur. Je n'arrêtais pas de penser aux examens de fin d'année. J'avais l'impression que je passais mon temps à réviser, à prendre des formules et à m'entraîner. Quand je partais dormir, j'étais tellement stressée que je n'arrivais pas à m'endormir pendant des heures. Et même quand j'arrivais enfin à m'assoupir un peu, je faisais de la géométrie ou de l'histoire dans mes rêves. Bref, j'avais vraiment l'impression de perdre la tête. Un jour, j'étais assise dans la salle de cours et je me sentais incroyablement fatiguée avec un autre contrôle. Je m'étais couchée très tard la nuit d'avant parce que je révisais. Et je n'avais pas réussi à dormir pendant quasi toute la nuit. Pendant ce temps-là, mes camarades de classe se détendaient pendant la pause. Pendant la pause, je révisais une dernière fois mes formules. Normal quoi. Je dirais même procédure habituelle, jusqu'à ce que mon attention ait été attirée par un pop-it, laissé sans surveillance sur la table par un de mes camarades de classe. C'était comme si ça m'hypnotisait. J'essayais de me forcer à lire mon manuel, mais c'était comme si mes yeux étaient deux amants attirés par le jouet.
Je me souviens avoir serré les poings aussi fort que possible. Je me disais non, Cassie, tu n'en as pas besoin, arrête. Mais le truc, c'est que ça faisait un bail que je voulais tester ça en vrai. Mes camarades de classe étaient tellement fous de ça que je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir en toucher un aussi. Mais déjà, j'avais du mal à l'admettre à moi-même, donc je n'imagine même pas avouer ça à mes potes. Je pouvais plus m'en empêcher. Je me disais que c'était vraiment l'occasion de tester quoi. Donc j'ai bien regardé autour de moi. J'étais la seule en classe et la sonnerie ne sonnerait que dans 5 minutes. Je n'ai pas pu résister. J'ai soigneusement ramassé le pop-it, comme si j'avais peur qu'il me morde. Puis j'ai écrasé une bulle, puis une autre. Au début, ça ne faisait rien. Mais, avant de m'en rendre compte, je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était tellement agréable au toucher. Quand j'appuyais sur les bulles, j'avais l'impression de me relâcher complètement. J'ai même pas vu la pause passer, j'avais tellement pas envie de lâcher le pop-it que c'est un miracle que j'ai pu le remettre avant que les autres viennent en cours. Et tu sais quoi? Tu ne le croirais jamais. Je n'ai jamais réussi un contrôle aussi facilement de ma vie. Je me sentais tellement confiante. Je me sentais parfaitement concentrée sur le contrôle. Je retrouvais les réponses sans aucun problème. Je réussissais toutes les questions et j'ai même fini 5 minutes plus tôt que d'habitude. Du coup, le pop-it là, ça marche vraiment? 5 minutes, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour me sentir mieux. J'avais tellement honte le lendemain soir quand j'ai supplié ma mère de me donner un peu d'argent pour que je puisse aller au magasin. En vrai, j'étais pas à l'aise et je regardais partout autour de moi parce que j'avais peur qu'un de mes camarades de classe m'attrape en train de l'acheter. Mais personne ne m'a vu, heureusement. Je n'ai pas pu lâcher prise de toute la nuit. J'ai joué avec en lisant un livre, j'ai appuyé sur les bulles en mangeant mon dîner. Même dans la salle de bain, je me suis brossé les dents d'une main, alors qu'avec l'autre, j'étais en train d'éclater des bulles. C'était comme si j'avais perdu le contrôle de moi-même. J'ai dormi avec, évidemment. D'ailleurs, pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie presque immédiatement. Je me suis pas réveillée une seule fois pendant la nuit, j'ai dormi très paisiblement et le matin, je me sentais fraîchement et bien reposée. Magique! Le pop-it m'a tellement aidé que j'ai décidé d'en acheter un autre. Je suis allée au magasin et j'ai acheté quelques autres couleurs. Puis je suis allée sur une boutique en ligne et là, je me suis carrément perdue. Il y avait vraiment tous les pop-it que tu pouvais imaginer. En forme de tête de licorne, un personnage de Mangus avec des paillettes, des énormes, des petits. Et j'avais vraiment besoin de tous les acheter. Quelques jours plus tard, ma chambre en était remplie. Par contre, à l'école, ça n'allait pas de ouf. Je voulais vraiment montrer ma collection à tout le monde, en parler avec mes camarades de classe, peut-être même en échanger certains. Mais je n'arrivais pas à surmonter ma fierté, donc j'ai continué à faire genre que c'était pour les enfants. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait des pop-it rares et chers en stock à un magasin pas loin de chez moi. Bien sûr, dès la fin des cours, j'ai couru là-bas pour aller m'en acheter. Mais le pop-it que je voulais était déjà épuisé. Apparemment, je n'étais pas la seule à attendre cette collection. J'étais vraiment bouleversée, donc j'ai commencé à me promener dans le magasin quand, d'un coup, j'ai vu le pop-it que je voulais, le dernier. Quelqu'un l'avait mis sur une montagne de peluche. J'ai donc couru vers lui, les bras tendus. Mais quand je l'ai attrapé, un petit garçon l'a fait en même temps. Il a essayé de m'arracher le jouet des mains. Et il m'a dit que ça faisait un bail qu'il voulait un pop-it comme ça. Je me souviens m'être disputée avec lui pendant quelques minutes pour savoir qui avait remarqué le jouet en premier avant que je réussisse enfin à l'arracher de ses mains. Et il était à moi. J'étais tellement contente. Le lendemain, je disais à mes camarades de classe comme d'hab, ça ne sert à rien vos pop-it là. Les gens normaux n'en ont pas besoin pour se détendre. Et puis je suis retournée et j'ai vu le garçon, celui du magasin. T'aurais dû voir à quel point il était en colère. Visiblement, il était à mon école aussi. Quelle coïncidence. Là, j'ai eu peur. S'il racontait à tout le monde ce qui s'était passé, tout le monde se moquerait de moi. J'ai tout de suite pris le garçon à part. Mais ce garçon, au nom d'Evan, était plus rusé que je ne le pensais. En échange, il voulait le pop-it que je lui avais arraché des mains. Qu'est-ce que je pouvais faire en vrai? Le laisser faire du chantage et lui donner? Pas question. Il ne l'obtiendrait pas aussi facilement. J'ai suggéré qu'on fasse un échange. On s'est donc retrouvés après les cours et on s'est mis autour d'une table. J'ai mis le pop-it rare qu'Evan voulait tellement de mon côté de la table. Mais j'en rêvais depuis tellement longtemps que peu importe ce qu'Evan proposait, ça ne m'allait pas. Il m'a d'abord montré son pop-it arc-en-ciel, puis d'autres qui faisaient de la lumière. Je lui ai dit que ce n'était pas assez. Puis, il a sorti des bonbons de son sac. Mais ça ne me suffisait toujours pas. On a négocié pendant facilement une demi-heure. Il était prêt à m'offrir tout son sac, mais rien ne m'allait. Puis Evan m'a dit « Je vais te donner ma PlayStation 5 ». Waouh! Alors ça, c'est une offre qui ne se refuse pas, évidemment. J'ai tout de suite accepté son offre. Je voulais vraiment pas donner mon pop-it rare. Mais là, une console, ça en valait la peine. Une fois qu'on avait fait l'échange, j'ai installé la PS5 chez moi, téléchargé quelques jeux, mais je n'avais pas vraiment de temps pour passer du temps à jouer. Puis quelques jours plus tard, Evan est venu chez moi en larmes. Apparemment, il n'avait pas demandé la permission à ses parents avant de me donner la console. Quand ils avaient découvert pourquoi il avait échangé ce cadeau très cher, ils avaient été furieux bien sûr. J'aurais dû me douter que j'allais me faire avoir au final. C'est sûr que c'était stupide d'échanger un morceau de silicone contre une console, surtout aussi cher. Mais personne n'avait forcé Evan à le faire. C'était ma console maintenant. J'ai lutté avec ma conscience pendant quelques minutes avant d'abandonner finalement. Au fond de moi, je me sentais très désolée pour lui, vu qu'il avait déjà dû bien se faire engueuler par ses parents. Bien sûr, je lui ai rendu sa console et, pour lui remonter le moral un peu, je lui ai dit qu'il pouvait garder mon pop-it pendant quelques jours. T'aurais dû voir à quel point il était heureux. Honnêtement, ça m'a même remonté le moral de le voir comme ça. On est même devenus potes pour dire. Je pouvais enfin discuter des pop-it avec quelqu'un d'autre que mes camarades de classe, sans avoir honte. Dis-moi, t'as déjà essayé un pop-it? Si c'est le cas, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires? Quant à moi, eh bien, je pense que je vais encore jouer avec mon pop-it.
Voici la Fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.